Simon, t'as pas rangé ta chambre. Et Il y a des jeux partout. Et oui, je fais n'importe quoi, il y a des jeux partout. Bienvenue en Absurdie. Cette semaine, dans le monde du jeu de société, il est sorti 36 jeux. Oh. On les a numérotés. Et pas des moindres. Je vous l'ai dit comme ça brièvement, mais il y en a 36, donc ça sera pas bref. Il y a le nouveau Carcassonne coopératif, il y a Cyberdoom Tower, Lofoten, SOS Titanic, Imperial Steam, il y a également Aurignac, Gumiland. Vous allez trouver également Toko Island, Dominion, c'est le retour en stock, Dinosaur World, l'extension de Medo, le dernier Micro Macro, Etine, plein de jeux de chez ABBA, Fédération, Silex and the City, et j'en passe ma bonne dame en passant par Dessino Presto et les nouveaux The Key. Bien. Oh. Vous en bouffez des jeux. Vous êtes là pour ça. Et nous, on est là pour ça aussi. On a révisé une palanquée de règles de jeu, on est prêt à tout vous expliquer, à vous dire pourquoi ça vous intéresserait, et j'espère que vous comprendrez aussi pourquoi ça ne vous intéresserait peut-être pas. En tout cas, voilà, il y a un déluge de choses, on ne sait même pas dans quel ordre on veut le présenter, alors on a une idée stupide, un peu comme souvent. On va le tirer au sort grâce à notre fabuleuse machine de loto, digne des plus belles fêtes de village. Je me rends compte que le 56 se trouve dans la boulier, il ne devrait pas y être. Et ben alors, mets quand même le 37 parce que j'ai oublié de numéroter Dessino Presto. Ah, en fait, il n'y a pas 36. Eh bien, on commence par Dessino Presto. Ah allez, c'est la fête. Mesdames et messieurs, voici Dessino Presto, le premier jeu de la semaine, un jeu d'ambiance, un jeu de dessin, un jeu de Buvarp et Spenson, illustré par Denis Hérault et c'est Matago qui localise ça en France. Qui le localise car, en anglais, il s'appelait Doodle Dash. Et ils l'ont appelé Dessino Presto, parce que là, vous comprenez mieux que c'est un jeu de dessin. Parce que s'il n'y a pas écrit dessin, vous comprenez pas. Bien, qu'est-ce que c'est cette histoire? On va piocher une carte au centre de la table, avec un thème, par exemple, nous avons cette carte-là, et on va devoir faire deviner quelque chose à un joueur autour de la table. On va devoir lui faire deviner soit volleyball, soit water polo, soit badminton, soit bronze, d'accord? Bronzé soit peut-être. Bronzé sans doute, baseball, médaillon, chauve-souris. Bien. On prend un numéro pif, le numéro 4. On se fait tous passer la carte avec le truc 4. Par exemple, je vous dis un jacuzzi, qui a un petit astérisque, parce que pour les enfants, c'est plus compliqué, donc on le fait pas pour les enfants. Toi! Une cabine téléphonique, c'est plus facile qu'un jacuzzi pour les enfants en 2022. Mais oui! Ouais. Ils iront chercher sur Minitel, qu'est-ce que ça peut être? Ces gens-là, toi, tu cherches, tu ne sais pas tu ne vois pas la carte. Ok, je sais, j'ai oublié. Nous, on l'a tous vu. Très bien. On va aussitôt se mettre au top départ à dessiner un jacuzzi. Moi, je vais me mettre avec mon jacuzzi, avec des bulles, là, je vais mettre des gens tout nus à l'intérieur. Sauf qu'il j'ai intérêt à me dépêcher. Parce que voilà, dès que quelqu'un termine, il attrape le micro. Oh. Dès qu'un deuxième termine son dessin, il jette le dé. Et il commence à jeter le dé, à jeter le dé, à jeter le dé, à jeter le dé. Qu'est-ce que c'est chiant? Il reste jeter le dé. Allez, merde! Oui, stop! Ah. Tout le monde arrête de dessiner. Ah, d'accord. C'est la personne qui a attrapé le micro en premier qui va te montrer son dessin. Donc, a priori, le dessin le plus rushé, quoi. Ouais. Enfin, le plus presto. Dessin de merde, clairement. Si tu trouves... Tu parles de qui, comme ça? C'est mon dessin, regarde. Ah non, d'accord. Si tu trouves, on a des points, j'ai des points et tout. Si tu trouves pas, si tu te trompes, eh ben du coup, on va regarder le joueur 2, celui qui était en train de jeter le dé. Ah. Son dessin sera pas fou non plus, etc. Si jamais le son de dé ne trouve pas, tu vas voir les dessins de tous les autres joueurs. A priori, là, tu auras plein de dessins d'un coup, qu'ils auront pris un peu plus de temps de peaufiner, tu auras plus de chances d'arriver à faire trouver. Mais voilà, pas de bol, ça ressemblait aussi à plein d'autres choses. Voilà l'idée, il faut être à chaque fois celui qui cherche, on marque des points avec des petites étoiles, qui aura le plus de points à gagner. Eh bien, c'est fort malin. Dans les jeux de dessin, il y en a plein, eh ben, ça marche très bien. Ça me fait beaucoup penser à Pix. À Pictorush. Ah non. De faire des dessins vite et moches. Ah non, à Pix. Où tu faisais un dessin en pixels et c'était le moins de pixels que tu regardes en premier. Je l'ai chez moi. Moi aussi. Et ben voilà, du coup on avait oublié de numéroter, donc c'est le premier. C'est ça. Et ben... À noter que la couve est magnifique. Vélo, moto, lunettes, menottes. Toi t'aimes pas la couve? Bah je sais pas. Attends, mais non, en fait la subtilité du jeu réside quand même là-dedans. Réside quand même dans le fait que toutes les choses que tu as dessinées... Ah oui, c'est des trucs méga chauds quoi. Bah en fait c'est des choses qui peuvent à chaque fois ressembler à plein d'autres trucs. Donc ce que tu dessines... Parce que maison en pain d'épices, ouais, ça devient pointu. Ça va semer un peu le doute, ce sera pas évident à faire deviner, c'est là où c'est malin. Si tu sens qu'il y a un boulot d'auteur, d'ailleurs ils sont cités sur la boîte, c'est pas pour rien. De toute façon, oui, Svensson, j'imagine que c'est Eilif Svensson, un gars qu'on voit à peu près une fois par semaine. On l'a déjà vu sur d'autres jeux. C'était le premier jeu de la semaine. On va maintenant piocher le deuxième jeu de la semaine. Ah, et ça, les gens qui écoutent en podcast, ils sont ravis. Attention, c'est le numéro combien? Eh ben c'est le 5. Ah, le 5, c'est dans les jeux pour enfants. C'est un jeu pour enfants, le 5. Alors, lequel que c'est? Regardez, il y a plein de numéros partout. Ah. Allez, ça fait vraiment tombola. Ah, voilà. Mesdames et messieurs, voici les Acrobastico. Un jeu à partir de 5 ans. C'est un jeu fait pour être joué tout seul, de chez ABBA. Alors, vous avez votre petit cahier d'activité, et votre but est d'arriver à empiler les asticots tels des acrobates. Vous avez ici le plan auquel vous devez arriver à la fin.
on dirait un dragon ou un ver solitaire, ça dépend de comment vous le regardez. Et votre but est de trouver comment disposer tous les différents petits éléments qui sont là, de façon à ce que... alors attends. Ah, ça y est, ça commence à... mais j'ai pas droit, c'est parce qu'il est vide. L'enfant a réussi à reproduire le ver solitaire en faisant une faute de français. Il atteigna son but. Jean-Luc l'atteigna. Faut connaître. L'idée, c'est que une fois que j'ai réussi à tout poser, il va falloir que je fasse en sorte que on voit... Ah, alors attends, c'est peut-être plus comme ça. Ah ouais, parce que oui, tu peux pas mettre les trucs à cheval. Alors voilà, il faut que j'arrive à trouver une solution qui marche, sachant que il faut forcément que l'on voit, c'est ça en vue du dessus, et que on voit également le sourire de chacun des petits bonhommes. Ah, ok. Oui, effectivement, là, on n'est pas trop loin. On est chaque... Alors attends, du coup, il faudrait lui, mais comme ça. Il en faudrait deux, en fait, des jaunes. Et voilà, j'ai réussi à reproduire la figure correctement. Tu es très malin. Je suis malin. Je suis le champion des acrobasticots. Il y a des niveaux plus ou moins compliqués. Vous avez vous aussi compris l'idée. Eh ben ça vient de sortir. C'était le jeu numéro 5. Voici le jeu numéro 25. Alors, c'est pas la même, 25. Qu'est-ce que c'est 25, je crois que c'est dans les jeux qui sont sur la caisse. Les jeux qui sont sur la caisse. Ouais. Alors, 20, 21, 22, 23, 24. Il est caché derrière. Non, il est là, il est caché derrière. Il est là. Unicorns. Eh ben, des fois, il y a des jeux, on sait ce que c'est. Puis des fois, il y a des jeux, on sait pas tellement ce que c'est. Unicorns, vous allez être heureux de rendre les autres contents. A priori, c'est un jeu de licorne dans lequel on fait de la programmation afin d'offrir des cadeaux aux autres licornes. Qu'est-ce qui se passe un peu plus que ça? On n'en sait pas énormément plus. Et on nous en a pas dit beaucoup plus. Et on a cherché, hein, mais... Alors, c'est pas faute de devoir chercher, mais il n'y a pas les règles en ligne, tout ça. Ça nous complique pas la vie. Voilà. Mais si dans la vie, vous aimez rendre les gens heureux et les licornes, et que vous aimez les jeux, et il y a désormais un jeu pour ça. Peut-être que je peux parler du truc qui était juste sous Unicorns aussi. Je les ai pas numérotés, mais... Ah, j'en parlais à un moment. Ah, parfait. Allez, voilà, c'était le 3e jeu de la semaine. Dis donc, jusque-là, on est quand même... On est efficace. Hein. On est quand même sacrément content. Mais sachez-le, cette semaine, il y a de sacrés trucs. Par exemple, le jeu numéro 3. Ah, on retourne chez les enfants. C'est les enfants. Qu'est-ce que c'est le jeu numéro 3, Sébastien? Attention, les enfants, est-ce que vous voyez le numéro 3 depuis chez vous? Ah, je le vois. Eh bien, voici Splash Labyrinthe. Et franchement, le hasard fait bien les choses au niveau organisation, c'est pas si mal. Hein. C'est pas si mal. En plus, ça, c'est plutôt assez rigolo. On est là-dedans dans la même collection que les Acrobastico, des petits jeux solo de chez ABBA. Bien. Dans les Acrobastico, notre but est de déplacer notre bouée et de l'amener de la case départ à la case d'arrivée. Non, c'est Splash Labyrinthe du coup. Splash Labyrinthe, Splash Astico, truc qui n'a rien à voir du tout. L'idée c'est que pareil, vous avez un petit défi avec ici par exemple le niveau 32 comme le Gers, et vous allez commencer à devoir déplacer les éléments afin de faire en sorte que la bouée puisse parcourir et arriver jusqu'à sa case d'arrivée. Alors désolé pour le plan de caméra, là c'était pas Acrobastico, c'était Sébastien. Sébastien. Du coup, alors attends, parce qu'il faut que je réfléchisse, en plus que j'anime tout ça. Hop. Oula oui. Ça y est, je suis quelqu'un de malin. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai réussi à faire un chemin, je vais prendre la boîte et je vais déplacer la bouée qui est à l'intérieur d'une bille. Et attention... Ah oh non. J'ai perdu, faut que je recommence. Il faut que j'arrive à la déplacer et que je ne la fasse tomber dans aucun trou. Allez, pousse-toi. Et là, regardez. Oh là là. J'ai gagné. Bravo. J'ai gagné. Mais c'est malin cette petite bouée autour de la bille. Pour qu'elle avance pas trop vite, c'est pas bête du tout. Eh ben non, c'est cool. Il y a de plus en plus de niveaux. À chaque fois au dos, vous avez la solution avec les pièces que vous devez déplacer et dans quel ordre. Le 32 n'étant clairement pas le plus dur de tous. Et vous pouvez vous amuser comme ça à faire plein de petits défis, sachant que dans les derniers niveaux, regardez-moi ça, la solution. Ah oui, d'accord. Eh ben, ça va vous piquer le cervelet. Moi, je trouve que la tête de la bille, là, celui-là, oui. Il est trop rigolo. On dirait un jeu télé des années 90 de TF1. Et ben ça y est, c'est dispo, c'est sorti. Tous ces jeux-là, vous pouvez nous le commander sur notre site internet. Si vous êtes un Suisse, ah, ça peut arriver. Si vous êtes un Belge, ça peut arriver. Eh bien, grâce à des nouvelles lois françaises et européennes, nous sommes désormais en possibilité de ne pas vous faire payer la TVA sur les jeux de société que vous nous achetez. Oh. Si vous connectez sur notre site internet, vous allez trouver donc des jeux dans lesquels vous ne payerez pas la TVA, ce qui généralement vous fera des jeux à 20% de moins que partout. Donc, aucune raison, si vous êtes des Belges, de ne pas nous acheter de jeux. Déjà, si vous êtes Français, vous n'avez pas beaucoup de raisons de ne pas nous acheter les jeux, parce que chaque semaine, vous êtes 15 000 à regarder ces vidéos de jeux, vous n'êtes pas 15 000 à nous commander des jeux. C'est une erreur. Franchement, ça serait sympa. Franchement, regardez, est-ce que vous avez d'autres chaînes YouTube qui utilisent un boulier pour présenter les jeux? Je ne crois pas. Je ne suis pas sûr. Et qui vous présente le jeu numéro 8? Ah ben, je crois qu'on retourne chez les enfants. On va retourner chez les enfants. Merci la boule. Alors le 8. Touche-moi 1, la 2, chatte, 3, la boule. 4. Ah, c'est Hansel et Gretel.
Arrête avec tes références affreuses. Tapez ça sur YouTube, touche-moi. Non. C'est une belle chanson. Les enfants, voici Hansel et Gretel. Eh ben ça, c'est très mignon. On n'a pas de boîte de presse pour vous le montrer, mais pour autant, on peut vous en parler. C'est partie des jeux que vous avez repéré un peu à Vichy, vous en avez parlé au retour. La nuit, quand le festival était tout complètement fermé, on est allé jouer à Hansel et Gretel avec Thomas. Tous les deux. Et c'était vide. Avec ou sans alcool? Sans. Ok. Plus tard. Alors, D'accord. dans Hansel et Gretel, votre but est de faire en sorte de refaire des bonbons et des friandises avec un petit système de tuiles à la Carcassonne. Mais, à chaque tour, on va donc piocher des tuiles, les poser, on va rajouter des motifs à côté. On va essayer de refermer des formes de bonbons, de donuts. Si on en ferme suffisamment, on gagnerait la partie. Quoi qu'il en soit, chaque fois qu'on a fini de poser nos petites tuiles, on va faire avancer Hansel, Gretel et la sorcière. Le plateau va se transformer en maison. Au centre de Pouc, il y a une maison qui va apparaître, et Hansel et Gretel vont se déplacer. De combien de cases? Une fois que j'ai posé mes tuiles, je vais faire le tour de toutes les bordures de tuiles qui jouxtent le bord. Celles qui sont à l'intérieur, je les regarde pas. Elle jouxte. Elles jouxtent. Et regardez, par exemple, si je prends ce bonbon, je vais regarder, en tout cas sur les bords, il y a 3 petits points verts, je sais pas si tu le vois bien. Ouais, surtout en podcast, je crois qu'on les voit bien. On les voit bien, il y a 3 petits points verts à l'extérieur. Hansel, le bonhomme vert, va se déplacer de 3 cases. Si ensuite j'ai par exemple un petit point rouge ici à l'extérieur, Gretel va se déplacer d'une case. Si j'ai un petit point violet à l'extérieur, la sorcière violette va se déplacer d'une case. Oui. Le but est de faire en sorte qu'Hansel et Gretel tracent. Donc qu'il y ait sur les bordures beaucoup de points verts, de points rouges pour qu'ils puissent avancer. S'il y a trop de points violets, la sorcière va avancer, va nous rattraper. Ah, ça nous rattrape, c'est perdu? Perdu, Okay. car Hansel et Gretel est un jeu coopératif. Mais le plateau, il est circulaire là, il fait le tour de la boîte. Hein? Ouais. Ah! Si on rattrape la sorcière. On a perdu. On a perdu aussi. Et donc, il faut faire en sorte qu'ils avancent, mais pas trop. Mais, pas oui, trop. mais pas trop. À partir du moment où on finit de rajouter des pièces et qu'on arrive à clôturer des donuts, des bonbons, des sucettes, on commence à gagner des petits pouvoirs spéciaux, des petits jetons qui donnent des poids. Si on fait tous les jetons, on a gagné. Si on a posé toutes les tuiles sans se faire rattraper, on a gagné aussi. Tu es dans Dragomino, genre de petit jeu de connexion, mais coopératif, avec un petit look un peu avec des bonbons. C'est Grana qui édite ça. C'est mignon et c'est assez agréable à jouer. Le seul défaut, c'est que on joue, on compte. On refait un tour, on compte. On refait un tour, on compte. On fait un tour, on compte. À un moment, quand même, ça a beau être un jeu sur les comptes, t'en as un peu marre. Je crois qu'il y avait un truc écrit derrière la boîte. Compter. Il y a écrit. Il y avait là, c'est quoi ça? C'est un jeu sans plastique. Mais c'est quoi le truc autour de la boîte? Alors, nous passons tout de suite au jeu suivant, mesdames et messieurs. Hop là, le jeu suivant. Donc, on a déjà vu Hansel et Gretel. Et soudain, nous vous parlons du jeu numéro 16. Alors, hop. Le jeu de Damien et de Louis. Voici le 16. 12, 13, 4, 16. En fait, il est sorti la semaine dernière. J'ai oublié de le commander. C'est le Cimetière des Ombres. C'est un nouvel opus de Exit, de Inka et Marcus Brand, mais Ralph Kerfurt qui est dessus. Oh, j'ai déjà vu son nom plein de fois. Sur Exit. Cherche pas. C'est le mec, c'est le développeur d'Exit. D'accord. Des fois, il y a Inka et Marcus Brand. Globalement, ça défonce. C'est les auteurs d'Orléans Invasion. C'est les parents des enfants qui ont fait Mytho. C'est des gens qui font des choses bien et depuis bien des années. Et non pas MeToo. Pas du tout. Non. Alors peut-être ses parents ont fait MeToo, mais vraiment on n'est pas au courant dans le monde du jeu. L'idée, c'est que de nouveau, il y a des nouveaux exits. Celui-ci est de difficulté confirmé. On vous parlera également après du calendrier de l'Avent, mais le numéro n'a pas encore été pioché de Exit. On continue avec... Ça boulegue. Oh, le 17 Oh, le 17 T'es à le 17, attends, je le rage sur 17. La qui est bonne? J'aurais dû préparer des noms, les listes des départements, là. Le 17 Bah si, le 17, c'est... Oui, voilà. Le Cher. Alors, le Cher? Je crois que c'est le Cher. Oui, c'est le Cher. Région Centre-Val de Loire. Le terre-terre, comme on dit. Il y a trop de commentaires, terre, sur les gens du terre. Étine, l'union fait la force. On arrive sur des trucs chelous. Bon, comme d'hab, tous les jeux de Shuri Games, vous pouvez aller regarder les petits pitchs de Tatiana. She's the best. C'est la meilleure d'entre nous. Tu trouves pas? T'as pas regardé? J'ai pas regardé pour Etine, mais je regarde de temps en temps. Tatiana, c'est la meilleure. Elle est très forte. Bah, de toute façon, on l'avait vu ici et j'ai explosé de rire sur le grand pitch et sur le best-of du grand pitch. On voit des tas de gens et c'est pas les meilleurs pour autant, mais Tatiana. Bon, bien, voilà quelqu'un de brillant, d'intelligent, qui a tout compris et qui en plus est drôle. Etine, qu'est-ce que c'est? C'est une... Alors... C'est Tine. Shoten Toten. Ah oui, d'accord. Plus Magic. En équipe et en championnat. Quoi? Redites-moi tout ça. Hop là, touillez un peu madame, thermostat 8. Pim, c'est cuit. Etine. Bien. Comment ça marche cette histoire? Dans Etine, vous allez jouer à 2, à 4, à 6, à 8, mais ça fait déjà du monde chez vous. Vous avez intérêt d'avoir une grosse table, d'avoir plein d'amis dispo. Il y a l'air d'avoir plein de trucs. Oui, il y a plein de choses. L'idée,
c'est que c'est un jeu d'affrontement qui va se jouer face à face avec votre adversaire. Vous allez jouer des cartes qui ont une force. Les lieux dans lesquels vous posez vos cartes ont également une force. Vous allez regarder la carte que j'ai jouée, la force de mon lieu. Il faut que ce soit plus fort que ce que fait l'autre. On est assis en face, on s'affronte. Mais, comme dans Smash Up, on incarne chacun des factions, des trolls, des nains, des elfes, des zombies. Mettez-moi tout ça, madame. Il y a un petit peu plus joule, mais quand même, tout à fait, il y a aussi des humains. Il y a 8 factions uniques. On incarne chacun des factions, on s'affronte l'un l'autre. Vous jouez donc avec votre faction, mais c'est un jeu qui joue en équipe, sauf à 2. Vous êtes l'un contre l'autre, mais vous êtes vous-même une équipe. Quand vous allez jouer à 4, à 6, à 8, vous allez pouvoir récupérer des cartes aussi, des paquets de vos coéquipiers. Attends, du coup, à 4, 6, 8, tu fais quoi? Tu fais des équipes de... Tu fais moitié-moitié? Moitié-moitié. Une moitié de la table contre l'autre moitié de la table. Ok. Voilà, on est 3 contre 3. On est 6. Tu vois? Hein? C'est pas ça? Non. C'était pour te lancer. Non, c'était du 2 contre 2 contre 2. Du 2 contre 2 contre 2 contre 2? C'était un piège. Bon, hein, il me dit des bêtises et du coup, je perds mon fil. On est là, vous allez donc récupérer aussi placer dans votre deck des cartes qui n'appartiennent pas spécialement à votre race dans tout ça. Vous allez donc avoir un facteur de mélange de decks, d'opposition, de montée en puissance, parce que vos decks vont pouvoir s'améliorer au fur et à mesure, différents lieux à contrôler. On est sur un truc, à la Captain Sonar, genre de choses-là, mais sur des jeux d'ambiance, mais quand même de stratégie à jouer à plein. On est sur du smash-up de... Souvent, en France, dans tous les vendredis soirs, il y a des Friday Night Magic, un peu partout en France, où on joue avec des tables de 2, à jouer au Magic avec des gens. Mais en fait, Étienne... T'as 68 ans. Pourquoi? Pour jouer au Magic avec des gens. Pour jouer à la carte magique avec les petits amis. Avec tes Pokémon et tes Naruto. Alors oui, tout à fait. On ouvre, il y a le mana, il est bleu, il est jaune. Moi de mon temps, le mana, il était violet. Ah, la mana bleue. Et alors, vous allez pouvoir jouer avec tous les petits copains du village autour de la même table au même jeu. C'est un bon moment, non? Voilà, c'est ça, Étienne. Et si vous avez trop de potes, vous pouvez acheter 2 boîtes pour jouer à plus de 8. Oui, si vous avez encore trop de potes, on est trop de potes, vous pouvez en perdre la moitié en lançant des débats sur la peine de mort en soirée. Et là, vous verrez, On passe des bons moments. perdre des gens. Vous avez compris, c'est du jeu d'affrontement de cartes à jouer à plein. C'est mine de rien plus joueur que ce que ça a l'air. Ça a déjà l'air joueur. Il y a un autre jeu qui sortira cette année, qui est un peu dans cette mouvance-là, mais moins joueur et avec le côté équipe en moins, qui est Challengers. On en reparlera en temps utile. Utiles. Car les temps seront utiles. Pom 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 pom. Ouh. Le 15. Ah, le 15. Le SAMU. C'est mon Alors, préféré. le 15. Le 15. Ah, c'est le préféré de Sébastien. Alors, non mais, parce que pourquoi? Hop, on ouvre la boîte. Hein, et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce quoi? Et voilà. Si toutes les boîtes faisaient ça, franchement. Et voici Mo de Bruno La vie serait plus Catala, édité chez Hurricane. Alors, c'est une réédition de Mo, un jeu de cartes qui est bien maintenant connu depuis des années. C'est la 3 ou 4e réédition de Mo. Les illustrations ont changé, il y a quelques cartes spéciales en plus. On a maintenant un petit bloc de score en bleu. Bon, vous avez un bloc de score pour noter les scores, vous ferez les colonnes vous-même, hein, ça coûte pas plus cher. Les illustrations sont toujours de Cyril Bouquet. Pour ceux qui connaissent pas, on est sur un jeu dans l'esprit du 6 qui prend, avec des vaches numérotées de 0 à 16. Chaque fois qu'on joue, on met des vaches au centre de la table, et un peu comme dans Oula Ou, pour ceux qui ont suivi un peu ce qui se passait dans le monde du jeu cette année, chaque fois que vous jouez, vous devez mettre une vache plus grande ou plus petite Ah, que les dernières vaches qui ont été posées. Vous pouvez être un salaud et mettre les vaches numéro 16 ou numéro 0, là, et du coup les autres Pour n'ont plus bloquer rien les à jouer. Il y a des vaches, les 7 et les 9, qui se mettent par-dessus, le 7 et le 9, pour peu qu'elles y soient déjà. Et si jamais vous ne pouvez pas jouer, vous ramassez. Vous avez non pas des têtes de vache comme dans 6 qui prend, mais des mouches comme un Mo. Mo, il y a un truc qui est intéressant quand même dans Mo. c'est que la boîte fait meu. La boîte fait meu, vous avez des petites cartes avec des pouvoirs spéciaux, je vous passe un peu les détails. C'est au passage, il le dit souvent en interview, celui de ces jeux auxquels Bruno Catala a le plus joué. C'est son jeu dans lequel il joue avec des potes entre midi et 2. Je crois qu'il rejoignait ses anciens collègues de quand il était ingénieur pour jouer avec eux entre midi et 2. Mais vous me corrigerez si je dis bêtises. En tout cas, une des forces de Mo, outre le côté petit jeu de cartes, que c'est malin, moi je suis un grand défenseur du petit jeu de cartes sans prétention, vous pouvez jouer à 10. Et ça, c'est pas le cas de tous les jeux. Mo permet ceci, en plus de faire marrer vos invités. Autrefois, il y avait un jeu qui s'appelait de Ludovic Maublanc. Et quand on ouvrait la boîte, elle faisait... Je l'ai pas acheté, c'était parce que c'était quand même relativement mauvais, mais l'idée était chouette. Franchement, le sujet, enfin,
Hein, Faites des boîtes qui font prout. le sujet des jeux qui font prout, franchement, c'est plus. On arrive avec le numéro 13. Ah oui, le numéro 13, trop cool. Ça, on a reçu la livraison. Normalement, quand on reçoit des livraisons, il faut compter les jeux pour vérifier qu'on a bien tout. J'avais même pas compté. Nico, il a dit, je prends une boîte. Oui, on n'a pas compté, c'était déjà réparti. Nico est un grand Il fan m'en de faut une aussi pour Paul Savat, mon ami Paul Savat. Ce sera celle-ci. Meadow au fil de l'eau, c'est l'extension de Meadow qui rajoute un plateau recto-verso sur lequel, cette fois-ci, on va récupérer de nouvelles cartes, des cartes de rivière, qui généralement vont nous permettre, en plus de les récupérer, de jouer des actions qui permettent de aussitôt rajouter des cartes chez soi. Hein. Ça ne le permettait pas avant de le faire. Maintenant, on pourra. Au passage, il y a un kayak qui va avancer. En même temps, qu'on pose des cartes de cours d'eau. Et au fur et à mesure qu'il avance, il va nous déclencher des bonus, d'autres choses. Le plateau est en recto-verso. Les deux plateaux se jouent un peu de manière différente, déclenchent des bonus différents au fur et à mesure du jeu, en plus de rajouter 60 nouvelles cartes de vos explorations de bord de rivière. Et Toujours aussi beau, illustré par Carolina Kijak, qui Ouais. a un super compte Insta. Eh ben écoute, oui, les illustrations de Meadow, moi j'aime pas la couve du jeu original qu'on Ah ouais, qu'on mais retrouve juste là-bas. vraiment, je comprends pas ce que tu lui reproches à cette couve. Je sais pas, j'aime pas ta martre. En fait, c'est complètement dans l'esprit du jeu, tu vois. C'est vraiment, je me promène et je fais des observations. Et donc là, c'est Ouais. un carnet d'observations. Mais je trouve en fait que le jeu est super beau, il a un côté ouais. kitsch, assumé, méga allemand, mais c'est agréable, il y a un côté Wingspan, t'y joues, c'est les vacances. D'ailleurs, j'y ai joué cet été pendant mes vacances. Tiens. Et c'était bien. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ça fait longtemps que t'avais de vacances? Oh oui, également. Le 10. Ah bah Le 10, la 10, clé est bonne. Bravo madame, vous pouvez démarquer. Attention, est-ce que tu vas trouver le 10? C'est le 10, c'est Silex Ah, bien joué. and the City. C'est le jeu qui était au milieu. Un jeu de Fabien Riffaut et Juan Rodriguez. Juan Rodriguez, l'auteur de Trax, qui sera à Toulouse la semaine prochaine. Car L'un des auteurs de ça. l'un des auteurs de Trax, car il y a aussi Manuel Ribera. Manuel Ribera. Eh bien, tout ce beau monde, la clique de Trax, comme on les appelle, seront la semaine prochaine au magasin pour faire dédicacer des boîtes de Trax. Venez samedi prochain au magasin, vous pourrez rencontrer ces gens-là, ils vous feront des petits dessins et tout, machin. Ils sont cool, et puis surtout, vous pourrez partir avec Trax, qui quand même est d'une des expériences ludiques les plus étonnantes dans les jeux sortis, qui sort la semaine prochaine, mais une des expériences les plus étonnantes dans les jeux sortis cette année. Eh bien, Juan Rodriguez est quelqu'un qui fait plusieurs jeux. Hein. Il y a plusieurs cordes, Arson Arc, un peu comme sur Robin des Bois, qui a plusieurs. Non, il n'y en a qu'une. Eh bien, Juan Rodriguez Plusieurs arcs à ses cordes. a fait Silex and the City, le jeu. Bon, c'est adapté d'une BD qui elle-même a donné un dessin animé. L'idée de Silex and the City, c'est un petit jeu de cartes dans lequel à chaque fois que vous jouez, vous avez 4 cartes en main. Vous devez jouer des cartes de façon à monter les valeurs qui sont sur les 3 défausses qui sont ici. Ici, Ah oui, il y a 3 défauts au centre. ici il y a 1, je vais jouer, tiens, je vais être un numéro plus grand. Et je vais repiocher dans la pioche, qui est l'espèce d'amalgame de cartes qui sont juste ici. Hashtag pas d'amalgame. Les défausses, comme ça, vont monter. Si jamais je peux pas jouer, je vais devoir les jouer les cartes 2 par 2. Je vais repiocher qu'une carte, je vais me retrouver de plus en plus coincé. Si jamais je peux vraiment pas jouer, bam, je suis obligé d'avoir une idée et d'inventer un truc, ce qui me fait perdre des points en fin de partie. Heureusement, chaque fois que je défausse une carte et qu'elle appartient à une famille, je vais pouvoir déclencher un petit effet spécial. La famille Webb. La famille Webb. Ah, tu sais, moi, j'ai déjà roulé des pelles dans l'eau à une fille. Ça veut pas dire forcément que je suis une amphibienne. Il y a des réflexions un peu sur les cartes. C'est vrai. Qui dénoncent, qui disent des choses sur notre époque. Il y a toutes les différentes familles que vous jouez déclenchent des petits effets spéciaux qui vont permettre de repiocher des cartes, de défausser des cartes qui sont déjà là, de drafter des cartes avec les voisins. Et du coup, vos chances de survie s'en trouveront, vont peut-être augmenter ou diminuer en fonction. À vous de perdre le moins de bonus possible. Encore une fois, un petit jeu de cartes des familles avec un thème rigolo et des illustrations sympas. C'est bientôt Noël, c'est les gens qui aiment bien Silex and the City. Il aime bien, oui. J'en prends 2 boîtes. Bravo! Hop! Quel est le jeu suivant? Le jeu suivant, c'est le 19. Alors là, je sais pas où on va avec 19. Hein. 19, on est sur la caisse. On est sur la caisse. La caisse, 19. ça va jusqu'à 25. On est sur la case Brésil. C'est un Ah. retour en stock. C'est Super Meeple qui édite ça. Et le jeu est un jeu de Zé Mendes. Nous aurons un enfant. Et nous le rappellerons Zé. Bien. Eh bien, on est sur... alors, comment on pourrait C'est dire l'enfant de Love Amour. Zé Love Amour. Mais non. Love Amour Zé. Mais non, c'est quoi son nom de famille à Love Amour? Eh ben, Vamour. Mais non, c'est Lova Mour. Zé Love Amour. Mais non, son enfant. Non mais... Il s'appelle Zemmour. Oh On non! n'explique pas les blagues. Non! Oh! Zut! On était bien là sur Brésil. T'as ouvert une boîte de prut, je crois. Oh là 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 là. Bon, Brésil impérial. On est sur un jeu de l'ambiance de site avec des petites actions à faire devant soi. 4 types d'actions, il n'y a plus dans celui-ci, duquel on se déplace et on active à chaque fois des actions différentes. Le but dans Brésil impérial est de coloniser, c'est un jeu de colonisation. Oh, Est-ce ça qu'on manque, peut, hein. est-ce qu'on peut jouer à un jeu de colonisation en se disant la colonisation c'est pas bien? Oui,
on a compris à quoi on jouait, tiens, on est en train de faire un truc qui est, a priori, pas ouf. Et ben il y a un petit paragraphe dans le jeu qui vous dit, tiens, en fait, on est en train de vous dire quand même que vous jouez un truc qui est pas ouf. Hein. On peut jouer à un truc sans pour autant emporter les valeurs, quoique d'aucuns ne seront pas d'accord. Vous offrez votre propre avis. Mesdames et messieurs, nous allons donc nous déplacer partout dans le Brésil et arriver à reconstruire des bâtiments là-dessus. On peut même se faire la guerre un peu les uns les autres à l'intérieur, reconstruire des bâtiments, produire des ressources. À chaque fois, les plateaux sont modulaires. Et vous pouvez faire des plateaux qui ont la gueule du Brésil, qui ont la gueule du Pérou, qui ont la gueule du Chili, qui ont la gueule de la Colombie, ou qui ont la gueule que vous voulez. C'est vous qui voyez. Et au passage, c'est sublimement beau. Ouais, la couve est super jolie. Même la couve, toutes les illustrations, tout ça, Ouais. c'est quand même quelque chose. Est-ce que Michel, c'est le Brésil? Michel, le Brésil quoi? Ah, t'as pas... Ok, d'accord. Michel, c'est le Non Brésil. mais vous le direz dans les commentaires. Bon, vous me direz dans les commentaires. Bien, voici le numéro 2. Ah, le 2. Le 2? Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé chez les enfants. Le 2, dis-tu? Eh bien, je pensais pas que c'était celui-là, moi, le 2. Il est où, le 2? Il est où le 2? Eh ben, après Théo le Twitcher, voici Théo le pompier, qui est un jeu à partir de 2 ans, de chez ABBA. Bah, c'est tombé, c'est le numéro 2. C'est le 2. C'est un jeu qui stimule la mémoire, la reconnaissance et la désignation des objets, et la motricité fine. Vous allez avoir... Ce jeu stimule la prostate. Oh, bizarre un peu, hein. On peut se concentrer sur les jeux pour enfants, là? Salut, camarade de la chose du brick. Dès qu'on parle d'un pays étranger, il y a Zemmour. Dès qu'on est sur les enfants, il y a la prostate. Ça va pas du tout, Sébastien. Ouais, c'est chaotique comme vidéo. Concentre-toi. Tu préfères Zemmour et la prostate, du coup? Bon, allez. Je simule les petits pompiers. Eh ben, pimpon, un incendie fait rage. On est sur un petit jeu dans lequel on va déplacer un petit pompier autour de la maison, faire des petites actions, récupérer des... Bon, tu m'agaces. J'ai vu la 3e image. Qu'est-ce qu'elle a, la 3e image? On va éteindre le feu. Non, mais bon, tu les branches là. Enfin, bref. Mais il est pompier. Oui. Tu as branché le truc au camion-citerne et tout. C'est adorable. C'est la fin de journée. Elles sont c'est pas la fin de journée, c'est la fin de la nuit. Oh là là. On a préparé ses dispos pendant des heures, tout ça pour dire prostate. Ça va pas du tout. Non, il y a toute une collection de jeux de chez Deco, comme Au Gentier, comme Théo le pompier, qui sont des premiers jeux dans lesquels le jeu sont à moitié déjoué. On va se déplacer, faire des actions, faire comprendre concrètement comment ça marche le monde. Des jeux de chez ABBA. C'est des jeux de chez ABBA, j'ai dit quoi? T'as dit Djeko. Ozu, Gigamic et Space Kids. Comme ça, le CSA sera d'accord. Bon, eh ben moi je l'aime bien, Théo le pompier, je trouve ça mignon. C'était très mignon. Oh là là, jusqu'à ce que tu interviennes. Bon. Comme beaucoup de choses. Hein. What's next? Eh ben le 23. Alors le 23, on est déjà ailleurs là avec le 23. Bon, on est toujours sur la caisse. Hein. On est toujours sur la caisse. Ah, le 23. C'est Speedback. C'est rien à voir avec Fishback. C'est un jeu dans lequel, c'est un petit bac, ça manquait, dans lequel on va essayer de trouver un prénom de grand-père qui commence par des lettres qui sont là. Où on le dit quand on marche dans une crotte. On distribue 5 lettres à chaque joueur. Les trois plus rapides peuvent répondre et après on change de nouveau de thème. Et il faut se débarrasser de toutes ces cartes. Voilà. C'est quoi? C'est le 4e jeu cette année qui sort comme ça? Oui. On leur souhaite bien du courage. Voici maintenant le jeu 32. Alors, 32. Dès qu'on arrive dans les gros numéros, on est sur des jeux un peu installés, ici, dans lesquels on va essayer de vous parler avec un peu plus de profondeur. Duquel que s'agit-il? Eh ben, là, je suis au 33, 34... Ah, attends, 32, je pense qu'il est par là. 35... Je pense qu'il est par là. Il est par là? 32... Ah, bah voilà. Ah, le 32. Le 32, juste après Théo le pompier, Speedback, Imperial Steam. Et c'est là toute la richesse de cette vidéo. Mais oui, on est quand même sur un truc qui monte dans les stratosphères de la stratégie, du pion, de l'organisation, tout ça. Bien. Quentin Dupion. Super Meeple, Alexandra Humor, Diamant de bronze. Diamant de bronze. Diamant de bronze. Chaque année, il y a un prix qui est décerné dans le monde du jeu qui s'appelle le Diamant d'or, qui est un prix qui ne récompense que ce qu'on appelle les gros jeux, des jeux de stratégie. Rien à voir avec Jean-Michel. Non, Jean-Michel, gros jeu. Oh. Bon, je raconterai ma vie plus tard. Eh ben, du coup, Imperial Steam est de sortie cette semaine chez Super Meeple. Bien. Nous sommes dans un thème sexy, les liaisons ferroviaires au 19e siècle en Allemagne. Après Brésil, là, vous êtes sur 2 voyages. C'est en Autriche. Oui, tu sais, à l'époque, l'Autriche était aussi un peu la Hongrie. C'est vrai. Dans ce jeu-là, votre but va être de reconnecter, de faire des liaisons ferroviaires et de reconstruire des voies ferrées partout dans le monde. Le top, ce serait quand même qu'on arrive à faire une liaison ferrée qui aille jusqu'à Trieste. C'est d'ailleurs une des conditions de fin de partie. On a réussi à faire des voies ferrées pour aller jusqu'à Trieste. Comment ça va marcher cette histoire?
Paradoxalement, le jeu, vous l'avez vu, est assez fastidieux à installer. Alors, j'ai mis, je pense, 1h30 Oui. à dépuncher, ouvrir le jeu, à l'installer. Oui. Si tu me dis, oh, c'est pas si dur que ça. En fait, c'est là où on voit la différence du jeu par rapport à d'autres. C'est très bien édité. Ah, voilà. Et voilà. Il faut dire que le boulot qu'a fait Capstone Games, l'éditeur original, Super Meeple ne fait jamais que la localisation de ce jeu-là en France, et ben Capstone Games, ils se sont dit, comment on fait avaler le kouglof? Avec un couteau, une fourchette, une cuillère, et on met ça dans la bouche. Il a fait 11 parts de ce gâteau, Obélix, et donc on se retrouve avec 11 actions différentes. Nous, chaque fois qu'on va jouer à notre tour, il y a donc 8 phases de jeu successives, 7 étant uniquement des phases d'entretien, une étant la 7e phase, la phase dans laquelle on fait des actions. Les actions, vous les avez juste ici, numérotées de 1 à 11. En dépensant des ressources, nous allons pouvoir construire des voies ferrées. Ah oui, je dépense une ressource de chasse, je fais une voie ferrée. Si je dépense une ressource grise de plus et un bonhomme gris, je fais une voie ferrée de plus. Maintenant, c'est-à-dire c'est des ponts et tout, machin, c'est pas les mêmes types de voies ferrées. D'accord. Je vous la fais très courte. Ici, vous allez pouvoir recruter des ingénieurs. Ici, vous allez pouvoir construire des bâtiments. Ici, vous allez pouvoir faire évoluer la qualification de vos ingénieurs. Vous allez pouvoir récupérer des contrats. Vous allez pouvoir perdre de l'argent pour augmenter votre piste d'influence, qui fera que vous jouez en premier et avant les autres, et qui vont décider aussi des types de crédits. Ici, vous allez pouvoir augmenter sur la piste d'emprunts boursiers qui sont juste ici. Ici, vous allez pouvoir récupérer de la thune. Ici, vous allez passer votre tour. Parce que vous dites, j'ai plus rien à faire, j'ai cramé toutes mes ressources, les ouvriers sont formés, j'ai fait des investissements partout, je suis ruiné, c'est bon, je vais passer un peu. Il serait temps maintenant que le bâtiment produise, que tout ça me rapporte et qu'on puisse passer à une autre phase du jeu. Le jeu va durer 8 tours. Au fur et à mesure des différents tours, dans lesquels vous allez tenter d'améliorer vos locomotives, de stocker de plus en plus de marchandises dessus. Ah oui, le plateau personnel. Oui, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, avec les 8 différentes phases du jeu. Là, ça, c'est vos ouvriers et leur puissance un peu de force de frappe. Et qui vont récolter plus ou moins de ressources chaque fois que vous les faites bosser. Bien. Et le petit train. Et le petit train. Le petit train, la tête à la campagne. Dédicace au Ferrovipat qui nous regarde. Oui, dédicace. Autrement appelé les trains zouzes. Et voilà. L'idée, c'est qu'au fur et à mesure, vous allez récupérer de plus en plus de trains, vous allez avancer sur cette piste d'ordre du tour, vous allez récupérer également de plus en plus d'actions à jouer. Au début du jeu, vous avez uniquement 2 actions. Les actions, quand vous les posez, bah, vous allez faire l'action. Mais attention, si vous voulez refaire 2 fois la même action, ça va devenir de plus en plus cher et vous cramez de plus en plus d'actions. À vous de voir comment vous voulez gérer tout ça. Il y aura aussi des bonus à ceux qui atteignent certaines villes, certains pays avant les autres. Bon, eh ben, faut aimer les jeux, on va enchaîner des choses. Si vous êtes des gens qui, dans la vie, ont déjà joué à des jeux comme Brass, tout ça, Imperial Steam, ça risque de vous parler, de vous chauffer un peu les yeux et votre envie de jouer. Voilà ce qu'on peut vous en dire d'Imperial Steam pour essayer de faire succinct et de faire un peu court sur tout ça et d'essayer d'éveiller un peu votre curiosité. Je le dis de ma voix de novice dans ce domaine. Ouais. Par rapport à justement Steam et les 18XX, les fameux nommés en gros des jeux de train, qui est en gros une catégorie un peu culte dans le monde du jeu. Qu'est-ce que c'est? C'est plus simple? Alors Steam, chacun va avoir un peu des particularités. Là vraiment c'est au niveau de la gestion des ressources, des contrats et surtout de l'argent que ça va se dérouler. Dans Steam tu as une construction un peu de la carte avec des hexagones au fur et à mesure qui fait que ça donne un peu un jeu encore différent. Et dans Brass, c'est un jeu dans lequel tu joues uniquement avec des cartes. C'est des cartes que tu as dans la main qui vont décider de qu'est-ce que tu veux faire. D'accord. Ici, tu es un peu plus libre dans le choix de tes actions, mais comme à chaque fois, tes actions te coûtent de plus en plus cher à poser dessus. L'économie du jeu va marcher un peu de manière différente. Puis voilà, tu te bloques aussi au passage, mais c'était le cas de Brass aussi, dès que tu te mets sur des routes à la place des autres. C'était un peu la guerre. Ouais, niveau complexité, par curiosité, j'ai regardé sur BGG la complexité, c'est... Vas-y, moi je dirais 3,8. 3,8 c'est la complexité de Bitoku. Et c'est plus complexe que Bitoku. Je crois que c'est à 4,1 sur 5. Moi je veux bien, mais quand même, je dois dire une chose, la règle, elle est très très bien écrite, elle est aérée. À chaque action fait l'objet d'une page, d'un ordre en particulier, il y a des petits exemples qui vont avec. Et ben voilà, ce qui fait que quand même, attendez-vous à un jeu qui va durer 2 heures, qui jouera de 1 à 4, il y a un mode solo, attendez-vous à quelque chose d'assez costaud. Mais pour qui a envie de se dire, vas-y, on veut un truc qui pète encore plus fort que les Aventuriers du Rail, qui soit pas juste un jeu de cartes texte aléatoire, comme il peut y avoir dans Brass, mais le but du jeu c'est d'arriver à jouer contre, quelque chose de plus maîtrisable. C'est peut-être Imperial Steam qu'il vous faut. Voici maintenant le 33, mesdames et messieurs. Et bien du coup, on est pareil sur des jeux un peu installés. Est-ce qu'on n'est pas sur le jeu d'à côté? Eh bien sûr. SOS, Titanic. Ah non. Titanic. On est de nouveau sur un jeu de Bruno Catala. Mais cette fois-ci, elle est de Vigmo Blanc, l'auteur de Prout. C'est l'auteur de Prout et de Mots qui sont mis ensemble. Je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle. Hein. C'est sa bio Twitter peut-être. Est-ce que quand on ouvre la boîte, il y a un bruit? Ah
Voilà. On avait la même idée. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas des masses. C'est vrai. L'idée de CS Titanic, on est sur, moi j'adore ce genre de jeu-là, sur du jeu de cartes. Sur du jeu très intergénérationnel, on est sur une réussite en jeu de cartes. Vous savez, le jeu avec 54 cartes, là tu mets tes cartes. Mais cette fois-ci qu'on va essayer de tenter de réussir à plusieurs, voire même en solo. C'est très bien en solo. Et de manière coopérative. Bien, nous avons donc dans chacune des colonnes des habitants de première classe, des voyageurs de première classe, de seconde classe, et nous allons essayer d'avoir parfois également des canaux de sauvetage. Notre but va être de sauver le maximum de gens. C'est le Titanic. On va comme ça à chaque tour essayer de déplacer les gens, les empiler en fonction de leur numéro, sachant que à partir du moment où ils ont des numéros qui sont un peu connexes, on va pouvoir les empiler entre eux, mais attention, on ne peut pas empiler entre des gens de première classe et de seconde classe. Évidemment, j'ai tout installé On mélange pas les torchons et les serviettes, bien sûr. pour que ça ne soit faisable. Si jamais on ne s'en sort pas, dans ce qui est possible, il est également possible qu'on ait tout plein de cartes. Des cartes qui nous permettent d'arriver à nous en sortir et de jouer des actions spéciales pour aller chercher la carte qu'on veut, pour remélanger, pour se faire une carte, pour se faire refaire une main de personnage. Oui, c'est plus contrôlable que la réussite de base où tu joues Oui, ce que tu trouves. très clairement. Sachant qu'à partir du moment où on a fini de jouer nos cartes actions, de ce qu'on peut faire, d'épuiser les cartes de notre main, et que vraiment il n'y a plus personne qu'on arrive à déplacer, à empiler, on va se mettre à tourner une page. Oh! Ça n'a l'air de rien pour vous, les petites illustrations d'iceberg ont commencé un peu à bouger. Regardez, il y a un petit côté ancêtre du cinéma où on voit le bateau couler comme ça. Le cinématographe. Moi de mon temps, pour 20 sous. Et on voit également qu'ici les cabines commencent à couler. À partir du moment où la cabine a coulé entièrement, tous les gens de cette colonne devront être... Ah oui, il n'y a plus le A. Eh oui, la colonne disparaît. Tous les gens de cette colonne doivent être pris, remélangés entre eux. Et foutu dans l'eau. C'est la bousculade et rétabli. Vous aviez commencé à classer les gens correctement par numéro pour les faire rentrer dans le canot après. Ils se mettent tous ensemble. Au fur et à mesure du jeu, parfois, vous allez tomber sur des canaux qui portent les numéros 1. À partir du moment où vous avez un canot numéro 1, quand vous trouvez des cartes 2, 3, 4, 5, vous allez pouvoir commencer à les poser là-dedans. Et à les faire évacuer du Titanic. Votre but sera d'évacuer tout le monde avant que le bateau ait complètement coulé. Ça sera de plus en plus chaud, enfin de plus en plus froid. Oh, dis donc. De moins en moins de colonnes. Vous avez l'heure qui passe au fur et à mesure, jusqu'à ce que l'heure exacte du Titanic se mette à couler et que vous ayez perdu la partie. Tous les personnages que vous pouvez jouer ont pas le même nombre de cartes en main avec lesquelles ils peuvent jouer, ne commencent pas avec les mêmes cartes spéciales, n'ont pas les mêmes pouvoirs spéciaux. Du coup, ça vous fait une belle variabilité, ça change à chaque fois. Ça, c'est une réédition d'un jeu qui jadis était sorti chez les Ludonotes. Ça devait sortir chez un autre éditeur, mais au final, ça sort chez Matago. Et ben, moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très plaisant, c'est plutôt bien édité, les cartes sont assez agréables à jouer. C'est vraiment le jeu du dimanche. Je prends mes cartes, mon truc. Vous savez, ce petit genre de jeu solo où vous dites, bon, bah, je rentre du boulot, il y a un film à la télé, et pendant que je regarde France 3, bah, je vais faire un petit jeu à côté. C'est sans doute SOS Titanic auquel il faut jouer. Moi, j'aime bien. Est-ce que tu connais une anecdote sur justement le film Titanic? Je te fais trois fun facts sur Titanic, il y en a un vrai, deux faux. Sébastien, cette émission va déjà durer 1h45. Eh ben, je le ferai. Ah bah alors voilà. Vas-y, vas-y. Est-ce que c'est le film... Non, quoi? Non, je confonds. Ah bah je vais tirer un autre numéro là. Non mais vas-y. Non, c'était pas trois fun facts. Allez hop, il n'y a pas trois fun facts sur Titanic. Peut-être un jour. En attendant, il y a le numéro 26 que voici. Le 26, lequel était-ce? Eh ben, tu es passé devant. Oh, je passais devant? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Eh bien, en fait, regarde. Carcassonne, vous voyez la taille de la boîte. Et je l'ai rangée dans la boîte de District Noir. Ah, tu avais un message à faire passer. Comme quoi, voilà. Là, il y a littéralement tout qui est rentré dedans, sauf la règle de jeu et ce plateau-là qui est un peu trop grand. Mesdames et messieurs, voici Carcassonne, ombre et brouillard de Klaus-Jürgen Wrede, l'auteur De Hop, c'est plié. de Caral Oui. et de Fire and Stone, l'auteur également de Carcassonne. Il nous revient cette année avec Carcassonne, ombre et brouillard, qui n'est ni plus ni moins que Carcassonne coopératif. Oh! Carcassonne coopératif. Eh oui, ma bonne Là, il y a dame. des gens qui ont eu les oreilles qui ont vibré. Et ouais, qui se sont dit, mais attends, Carcassonne coopératif, ma foi, c'est fort intriguant. Carcassonne coopératif, du coup, en faisant ça, tu m'as foiré toute ma mise en Non, mais là, place tu que vois, j'avais fait avant. t'as juste les piles de tuiles, t'as les pions. Bon alors, je vais récupérer Faites ça. des boîtes plus petites. Oui, ça c'est vrai que ça serait... oh, pas du luxe. Bon, l'humanité est foutue quand même. Mais bon, allez, Ouais, vraiment. Oh, si on peut retarder d'un an. c'est abusé. Alors, Vous dites, ouais, on n'a plus de place chez nous pour ranger les jeux. Bah ouais, mais regardez, ça pourrait être bien plus personne petit. dit ça. Oh, si. Mais il n'y aurait pas 37 jeux qui sortiraient cette semaine si les gens se posaient vraiment la question de savoir s'ils faisaient trop de jeux. Hmm. Moi, j'ai eu des distributeurs au téléphone à qui j'arrête pas de dire vous sortez de trop de jeux. Ils m'ont dit bah écoute, il y aura des morts, ça fera le tri. Ah, des morts dans les jeux, on espère. Ouais, dans les jeux, oui. Oui, ok. Hein?
On fera un loto pour savoir quelles sont les maisons d'édition qui vont couler parce que leurs jeux seront pas assez vendus. Amis auteurs-autrices, si vous signez des contrats chez des éditeurs, peut-être qu'ils s'en foutent de vous. Assurez-vous qu'ils ne sortent pas 15 jeux dans l'année. Encore s'ils en sortent que 15. Bien. Carcassonne coopératif. Qu'est-ce que c'est Carcassonne coopératif? C'est un Carcassonne dans lequel votre but va être d'accomplir les missions qui sont indiquées par votre plateau. Vous avez 6 niveaux de difficulté de jeu différents. Admettons que nous prenions la difficulté 3. La difficulté 3, on va vous dire, voici, il faudra faire 15 piles. 3 piles avec 15 tuiles. 45 tuiles en tout dans le jeu. Avant que la première pile soit terminée, vous devrez avoir collectivement marqué 15 points. Avant que la deuxième pile soit terminée, vous devrez avoir marqué 50 points. Avant que la troisième pile soit terminée, vous devrez avoir marqué 100 points. Des fantômes disponibles pour la partie, il y en a 15, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez jouer avec les cimetières, les châteaux et le petit chien. Ah. Bien. Comment il s'appelle? Il s'appelle Toby. Toby le chien. Je crois. Ah, mais je suis Toby pas le chien, on en parle la semaine prochaine. Bien. Chaque fois qu'on va jouer, on va venir évidemment piocher une tuile comme à Carcassonne et venir rajouter sur le jeu. Le jeu reprend les mêmes mécaniques, on marque des points, 2 points par château, 1 point par route. Il n'y a pas de champ dans Carcassonne, bien. Régulièrement, vous allez avoir des tuiles sur lesquelles vont apparaître des fantômes et du brouillard. Le brouillard peut s'ajouter directement sur les champs, sur des villes. C'est du brouillard, on ne sait pas trop ce qu'il y a dessous, quoi. Ça n'a pas besoin d'être connecté entre Non, chaque fois que vous posez une tuile de brouillard, vous mettez un fantôme dessus. Ok. Bon, au fait, si vous les posez tous et qu'il n'y en a pas assez, vous avez perdu. C'est une condition de défaite. Donc attention, quand vous posez du brouillard, si vous en posez trop comme ceci, ça va commencer à être craignos. Mais si je rajoute une tuile de fantôme à un endroit à côté duquel il y en avait déjà, je mets un fantôme de moins que ce qui est prévu. D'accord, donc là il y avait deux J'aurais dû en fantômes mettre deux, mais vu que c'est connecté déjà à une tuile de brouillard, j'en mets qu'un. Je vois le genre. Donc il y a quand même intérêt à faire des... Ok. À partir du moment où je termine une construction, j'ai terminé une ville, j'ai terminé une route, j'ai terminé une ville, plutôt que de marquer des points, je peux décider d'enlever jusqu'à 3 fantômes d'une même tuile. Il dira pas de points, mais j'ai 6. Mais des points, on te rappelle qu'il en faut. Il en faut. Ah oui, parce que c'est à la fin de la première pile, on n'a pas fait 15 points, voilà. C'est perdu. Le petit chien qui est posé là, je vais le récupérer. Atoll, le petit chien. Ah oui, ils ont fait l'Atoll, ça aurait été vachement mieux. On va le récupérer, lui il permettra d'être joué pour faire fuir des chiens directement. Bien. De temps à autre, dans les tuiles que vous allez piocher, je vous ai dit, il y a 2 choses en plus. Il y a des cimetières et il y a des châteaux. Les châteaux sont un peu l'équivalent des abbayes. À partir du moment où vous avez entouré un château, vous marquez 2 points par tuile contenant du brouillard partout autour. Ah, d'accord. Un château, vous mettez du brouillard autour. Ah oui, bon, mais d'accord, mais... Et les cimetières, à partir du moment où il y a un cimetière, chaque fois que des fantômes sont rajoutés sur le jeu, pouc, on rajoute un truc autour du cimetière. À partir du moment où le cimetière est complètement entouré, le cimetière disparaît, les fantômes qui sont dessus avec, et on arrête d'avoir cette malédiction qui fait apparaître plus de fantômes. D'accord, donc rien nous oblige à jouer dessus, mais on a plutôt intérêt à le faire, ouais, c'est chaud pour nous. Ça accélère très clairement le timer. Vous êtes là en train de rajouter vos fantômes, les enlever, rajouter, enlever, compter, marcher, marquer des points. Il faut arriver jusqu'au niveau qui sont là, sachant que les niveaux sont progressifs. Au début, il n'y a pas les cimetières, il n'y a pas les chiens pour vous aider, donc du coup ça compense un peu. Et plus on avance, plus c'est compliqué, les scores à atteindre. Même des choses avec encore plus de bonhommes à gérer jusqu'à la fin du jeu. Ce Carcassonne-là est jouable totalement indépendamment. De 2 à 5, vous pouvez également le prendre pour le mélanger à vos Carcassonne existants. C'est pour ça que vos meeples portent des torches. Par les meeples qui ont des torches, quand on va les poser, ils vont faire fuir les fantômes qui sont autour, ce qui vous permettra de marquer des points différemment dans une version qui sera toujours compétitive et non pas coopérative. Donc c'est un peu la 11e... Je crois qu'elle a pas le même nom en tant qu'extension de Carcassonne, je crois que c'est écrit derrière, regarde. C'est Fantôme Château. Fantôme Château et Cimetière sur le petit... Fantôme Château et Cimetière, un jeu indépendant, mais également une extension pour Carcassonne. Bon, je suis quand même plus convaincu par la version initiale de Carcassonne que par lui, qui, à mon sens, demande un peu trop de manipulation et le risque d'oublier des trucs. La tension dans le jeu, je trouve pas absolument nécessaire. Pour les Carcazouzes, les fans de Carcassonne, allez-y, il y a peut-être quoi vous éclater. Et mon avis ne reste jamais comme un avis. D'autres ont des avis différents. Et c'est justement le plaisir de la chose. Le mien dit Carcassonne a vraiment à réserver aux fans. Bien. Maintenant, pour les fans de l'auto, voici un nouveau numéro. Hop là, le nouveau numéro. C'est ça bien. Hein. Oh, le 31. Le Tarn-et-Garonne. Qu'est-ce que c'est le 31 31, le Tarn-et-Garonne? T'habites dans quel département? Comment ça, t'habites? Alors, 31. Où est-ce qu'on est en 31? Aurichalque, c'est le 30. Eh ben, t'es passé à côté. Eh bien, celui-là, il est pour toi, Sébastien. Eh oui. Parce que Sébastien, j'ai bossé 36 jeux cette semaine, moins 1, j'en ai bossé que 35. Sébastien, tu es celui qui va nous présenter Galileo. Salut les Carcazouzes. Galileo Project, le nouveau jeu de chez Sorry We Are French de Adrien Ansling, illustré par David Sidbon. Déjà,
La couve, elle déboîte. Vraiment, je la trouve. J'arrête pas de le dire. Hein. Il voulait qu'on fasse une trop, miniature trop de beau, ses quoi. dispos avec cette. Mais ouais, franchement, ça fait un peu album de PNL, quoi, les deux personnages. Mais vraiment, je trouve ça trop joli. Allez. Et le jeu, je le trouve trop bien. C'est un jeu, mine de rien, un peu compliqué, mais pas tant que ça. Dans le sens, les règles sont pas trop dures à apprendre, mais ça va vous demander de la réflexion. Ok. Il y a un truc, une mécanique un peu compliquée dans le jeu, c'est ce truc-là, et grosso modo, tout tourne autour de ça. Donc en fait, une fois que vous avez compris cette histoire de piste au centre du plateau, vous avez compris quasiment tout le jeu. D'accord. Votre but, ça va être de marquer des points de façon assez classique, en construisant des robots que vous allez envoyer sur les 4 satellites, les 4 lunes de Jupiter, pour les terraformer et globalement vous apporter des bonus. À votre tour, vous pouvez faire 3 actions. Les premières actions que vous pouvez faire, c'est recruter un personnage pour bénéficier d'un bonus. Okay. Quand je recrute un personnage, je vais augmenter mon niveau d'influence, qui est sur cette piste-là, de la valeur qui est indiquée. Attention, si je recrute un personnage un peu plus loin, mon influence sera augmentée de 4, moins 1, de 5, moins 2. Ah, t'as des malus. C'est ça. Donc là, par exemple, je choisis ce personnage, j'augmente mon influence de 4. Quand j'augmente mon influence, au début, je vais pouvoir choisir si je vais sur la piste rouge ou sur la piste bleue. Je pourrais choisir ça éventuellement plusieurs fois dans la partie. Mettons que je vais ici sur la piste rouge. Comme je suis sur la piste rouge, je vais appliquer le pouvoir rouge du personnage. Ici, le pouvoir du bas, à savoir un scoring de fin de partie. Je marquerai 2 points pour chaque truc rose que j'ai obtenu. Ok, d'accord. Si j'étais allé sur la piste bleue, j'aurais appliqué le pouvoir ici du haut, j'aurais gagné 1 d'énergie. Très bien. Sachant que selon les personnages, le pouvoir immédiat sera rouge, le pouvoir immédiat sera bleu, le scoring sera rouge, le scoring sera bleu. Les robots que je vais pouvoir recruter derrière, c'est ça qui va me permettre d'avancer et de marquer une grosse partie de mes points. Va me coûter de l'influence, mais par contre celui-ci me coûte de l'influence rouge, celui-ci me coûte de l'influence bleue. Tu les matérialises comment, tes influences? L'influence c'est juste la piste. Là ici j'ai 4 bleus, 4 rouges. Donc tu vas retomber à 0 à un moment. À un moment je retombe à 0, ce qui me permettra de changer de piste. Au début de chaque tour, je peux payer 1 dessous pour changer de piste. Mais c'est toujours mieux quand c'est gratuit. Mais c'est ça m'arrange pas trop. Donc soit j'ai envie de monter toujours sur la même piste et d'acheter des robots de la même couleur, ou j'ai envie de repartir jusqu'à 0 pour remonter, pour redescendre, et ainsi de suite. Tout ça, ça vous permet d'amener des robots chez vous. Et chaque robot va vous donner des pouvoirs. Ici, je peux améliorer des robots. Ici, je peux gagner un pouvoir spécial. Il y a des robots qui vont me permettre de gagner de l'argent. Et un peu à la manière de Déméter, plus de fois je vais avoir le même robot, plus je vais augmenter son pouvoir. Genre lui, la première fois que je l'ai, il m'augmente un robot de 1. Il écrit plus X, ce sera plus 1. La deuxième fois que je l'aurai, ce sera un plus 2. La troisième fois, plus 3. Il y a un côté un peu exponentiel. Ok, d'accord. Voilà. Il y a comme ça différentes façons de marquer des points, des objectifs à faire, des différentes choses. Et toutes ces roues là, c'est les fameuses améliorations que tu vas faire au fur et à mesure? C'est ça. J'ai mis ces 2 robots là chez moi. 3 plus 3, ça fait 6. Donc je suis au niveau 6 de terraformation. J'aurai 6 points de victoire à la fin de la partie. Et j'aurai des bonus qui vont se débloquer au fur et à mesure. Si tu as mis des robots avec des planètes grises, c'est ça. Tu seras avancé sur la planète. J'aurai avancé ici et ça me permettra d'avoir des bonus sur mes personnages. Il y a certains robots qui ont 2 affectations, genre lui il peut aller chez les oranges ou chez les jaunes, j'ai des pouvoirs qui me permettent de le déplacer de l'une à l'autre. Ça sert à quoi les jetons de poker là? Alors, c'est pour moi le seul point négatif du jeu. En fait, ça c'est juste des sous. C'est-à-dire qu'en fait, ça aurait pu être des jetons en carton, ça aurait été strictement pareil. Et on posera la question un jour de pourquoi faire des trucs. Moi je sais, il me l'a dit à Vichy. On lui a posé la même question, on dit pourquoi t'as fait ça? Ah oui, tu me l'as raconté 8 fois, je crois. Il m'a dit que ça lui faisait plaisir. Oui, alors effectivement, c'est bien de se faire plaisir, mais en fait, aujourd'hui, potentiellement, le jeu aurait pu coûter genre 5 balles de moins s'il n'y avait pas eu des jetons de poker, mais des jetons en carton. Et est-ce que, avec la quantité de jeux qui sortent, on peut se permettre de sortir un jeu plus cher, quitte à ce que des gens ne passent à côté justement parce qu'il est trop cher? La luxification des jeux. Ouais, c'est une question un peu compliquée. Et ben du coup, ok, donc toi, vous avez joué avec Christy, ça vous avez bien aimé. Ouais, c'est ça. Le truc qui était assez cool, c'est qu'effectivement la règle est bien écrite, on l'a lu à voix haute en découvrant le jeu et tout était clair. C'est annoncé 20 minutes par personne, on a mis 1 heure alors qu'on jouait à 3, donc autant dire que même pour la première partie, c'était respecté. Le respect. C'est ça. Éventuellement, la première partie pourrait être un peu plus longue, mais globalement, c'est assez efficace. Je pense qu'à 2, ça tourne bien, et du coup, un jeu à 2, un peu costaud en 40 minutes. On en reparle peut-être d'un dans pas très longtemps, mais voilà, c'est un truc qui défonce. Eh ben, grave cool. Une belle rejouabilité. Eh ben écoute, on l'avait vu à Vichy, ça nous parlait grave bien, et il nous tardait d'y jouer. Et ben effectivement, ça vaut le coup. Moi, j'aime bien ce truc à moteur où, comme ça, chaque action fait que tu améliores les suivantes et ça monte en puissance. Ça me parle bien. Il va souvent être comparé évidemment à Déméter. C'est quand même plus costaud que Déméter, et la seule mécanique, c'est ce côté de je fais N fois l'action que j'ai déjà faite. Bon, un truc qu'on recommande. Bien. Est-ce que nous allons vous recommander le jeu suivant, qui est le 29? Le 29. Où qu'il est-il? Ah ben oui. Oui. On recommande le jeu suivant. On parlait d'un jeu à 2 avec une mécanique simple mais plutôt chouette, le voilà. Bah ouais. Bon, voilà. Le Photon de Sébastien Dujardin, l'éditeur
auteur de Lofoten, de chez Pearl Games, illustré par Weberson Santiago, un illustrateur brésilien qui fait les trucs bien. Bien. Qu'est-ce que c'est que Lofoten? C'est donc, on l'a dit, un jeu à deux dans lequel nous allons naviguer avec un drakkar dans le but de récupérer et livrer des marchandises de vikings. Bien. J'ai 3 cartes en main. Ces cartes-là, elles sont dans un ordre bien particulier. Et je peux jouer la carte qui est à droite ou la carte qui est à gauche. Elles ont une petite valeur dessus. Admettons que je la joue. À partir du moment où je joue un 3, chaque fois, je fais 3 mouvements. Qu'est-ce que c'est 3 mouvements? Je vais pouvoir déplacer un peu comme, je sais pas, un aspirateur Roomba. Hein, Il y a un peu de ça, c'est vrai. Bah oui, c'est un aspirateur Roomba qu'on déplace, regardez. 1, 2, et allez, je fais même 3. Bon, en l'occurrence, c'est débile. Mais je vais pouvoir déplacer, donc, je vais faire 3 mouvements pour déplacer mon petit vaisseau drakkar chez moi. Si j'avais choisi la droite, je peux faire des déplacements aussi bien latéraux que des rotations à droite. Parce que j'ai choisi la droite. Parce que tu as joué la carte de droite de ta main. Si j'avais choisi la gauche, j'aurais pu faire donc la même chose, mais en faisant des déplacements latéraux sur la gauche ou des rotations à gauche. Admettons, également, j'aurais pu choisir de glisser la carte à l'intérieur. On est d'accord? Et ça, c'est la carte du milieu. Oui, j'aurais pu la mettre ici. Dans ce cas-là, quand je mets la carte au milieu, que mon cerveau ne se mette pas à bugger, je peux faire une chose différente. Oui. Vas-y, redis-moi. Eh ben, tu vas appliquer le pouvoir de la carte. Genre, le trésor va te permettre de gagner Punaise, le trésor permet de gagner des sous. Les harengs permettent de faire pivoter mon bateau. Et il y a encore d'autres types de cartes. Hop, hop, hop. Que je vais il y a l'hydromel qui va permettre de défausser les tuiles au centre. L'hydromel permet de dégager des marchandises. Parce que voilà. Je vais donc mettre des cartes là-dedans, commencer à faire pivoter autour de mon bateau. Mon but, c'est de charger avec les cartes centrales et de faire en sorte qu'au fur et à mesure du jeu, je me retrouve dans la position de « Regardez, j'ai la même chose ici, qu'est-ce qu'elle devant ?» Je peux le charger à l'intérieur de mon bateau. Ça, c'est un de mes buts. Parce que si au fur de mes pérégrinations, je retourne encore le plateau et que ça arrive devant moi, je vais décharger. Quand je vais décharger, je vais venir poser les marchandises que j'ai réussi à récupérer, là, en faisant pivoter, en alignant les trucs correctement, sur un des 4 quais de déchargement qui est ici. À chaque fois, le plateau est re-rempli. Je peux voir à l'avance quelles sont les choses qui vont arriver. C'est écrit au dos. Ah, il y aura des moutons, il y aura de l'hydromel. Exactement, il y aura plein de choses à l'intérieur. On va donc commencer les uns les autres au fur et à mesure. Toi, Sébastien, tu fais la même chose, mais en face. Oui. Je vais commencer à voir qu'est-ce que tu as chargé, qu'est-ce que tu vas essayer de tenter de récupérer. Et au fur et à mesure qu'on charge tout ça à l'intérieur, il y a une compétition entre nous de qui va décharger le plus de marchandises pour chacun des trucs. Parce que celui qui aura mis le plus, il y aura des points de victoire à récupérer à la fin. Parce que là, en plus, toi, tu as commencé à mettre des trésors ici. Tu es obligé de mettre des trésors en face. Et à la fin, celui qu'on aura joué le plus aura 6 points, 6 points, ici 3 points, 9 points, 7 points. Il y a même des particularités. Pendant la partie, je peux décider d'écarter des trésors afin de récupérer un viking qui va me donner un pouvoir spécial. À chaque partie, les conditions pour le récupérer seront différentes. Les vikings que je vais récupérer seront différents. Ça, c'est une version un peu avancée. Si vous êtes un peu joueur, vous pouvez jouer directement avec. Le jeu n'est pas si complexe que ça à comprendre en termes de règles pour que vous puissiez passer à côté. Il y a une première partie tuto, justement, avec un truc assez simple pour appréhender la mécanique de je joue à droite, je joue à gauche, je joue au centre. On est dans la lignée de jeux comme Targi, comme Seven Wonders Duel, de je dois récupérer des choses, je dois faire des choses, mais je dois agencer tout ça pour arriver à y parvenir. Comment je vais arriver à récupérer ce truc-là? Il faut que je pose ça, à chaque tour, je repioche. Je dois décider où est-ce que je mets la carte de ma main, parce que je vous l'ai dit, vous ne pouvez jouer les cartes que de gauche et de droite. L'ordre dans lequel vous allez remettre vos cartes dans la main a son importance aussi. Ça va vous demander d'anticiper un peu tout ça. Est-ce que je veux le glisser devant moi pour le pouvoir spécial? Est-ce que je veux la défausser pour faire pivoter, tourner, tout ça? Ben à vous de vous en sortir là-dedans. Il y aura plein de réflexions à mener. Une partie, on a mis combien de temps pour faire la partie tous les deux? Ouais, c'est une demi-heure. Ouais, j'ai rejoué, c'est une demi-heure. Ouais, c'est indiqué 40 minutes sur la boîte, c'est assez rapide. Parce qu'on y a joué tous les deux avec Sébastien en des temps immémoriaux. À l'époque encore, c'était un prototype. Bon, des jeux à deux, il n'en est pas sorti 25 milliards cette année. Ça, c'est très bien. Attention, ça s'adresse à des gens qui veulent quand même des jeux un chouïa stratégique, assez malin. Il y a des jeux, je vous passe les détails, mais il y a des modules qui permettent d'augmenter les possibilités de vos drakkars et de leur greffer des petits pouvoirs spéciaux. Il y a des entrepôts qui vont être un peu plus compliqués que ça, qui vont pas être juste j'ai plus de marchandises, il se passe ça. Il y a ça d'entrepôt. Ouais. Les conditions de victoire et de comment marquer des points ne seront pas les mêmes. Moi, je le compare un peu à Five Tribes dans l'idée où la mécanique de base est toute simple, mais ça demande de l'anticipation et plus on va jouer, plus on va être malin et plus on va s'en sortir. Vraiment, c'est... Alors, plus vous allez jouer, plus vous allez être malin. Surprise. C'est pas dit. Non, plus malin, plus vous allez être malin dans ce jeu. Parce qu'alors... Bah sinon, voilà, imaginez un peu. Et hop là! Voici le nouveau numéro. Donc ça, oui, ça, allez-y. C'est hautement recommandable, comme dirait quelqu'un. Tout à fait. Ah, le 6. Ah, on retourne voir le pompier. Mais qu'est-ce qui se passe dans les jeux? Oh, génial!
Ah, ton moment préféré. Normalement, si on faisait pas du loto, je voulais commencer par vous présenter celui-ci. Bien. Mais il y en a un de nous deux qui a eu une idée à la con à un moment de la soirée. Mon premier calendrier de l'Avent à jouer. Bien. Oh. Alors, c'est trop cool. On est sur un jeu que vous allez pouvoir offrir à vos enfants et auquel vous allez pouvoir jouer à partir du 1er décembre jusqu'au 24. Chaque fois que vous allez jouer, c'est la famille Ours qui organise le repas de Noël et c'est un calendrier de l'Avent sur la préparation de Noël avec la famille des ours. C'est un jeu pour enfants à partir de, voilà, 2 ans, on est sur 2 ans, 3 ans, 4 ans. Chaque jour, Extrêmement mignon. c'est déjà plus que mignon, chaque jour, vous allez lire la suite de l'histoire. La boisson préférée d'Oscar l'ours. Le 1er décembre est enfin arrivé. Dehors, un vent froid souffle, mais une agréable chaleur règne dans la tanière des ours. Oscar, l'ours, regarde par la fenêtre avec beaucoup d'impatience. Aujourd'hui, les premiers invités de Noël vont arriver. Qui sera le premier à sonner à la porte ? Oscar a rempli une grande carafe d'un savoureux chocolat chaud. En hiver, il aime bien y ajouter des épices. Une pincée de cannelle, par exemple, pour qu'il soit encore plus délicieux. Chaque invité en reçoit une tasse en guise de bienvenue. Comme c'est bon. Et ça réchauffe. Quelle est ta boisson préférée ? Où se trouve la tasse à cacao à pois d'Oscar ? Place Oscar l'ours sur le coussin orange à côté de la tasse. Parce que voilà, Ah, chaque il y a de jour, la compréhension. chaque jour, vous allez ouvrir une petite fenêtre. Elle est où la une ? Allez, Elle est là. J'ouvre la fenêtre numéro 1. tout ça comme ça, toi. Mais quel bourrin. Mais oui. Les enfants, ils ouvrent ça comme ça à 2 ans. Et regardez, qui qu'on voit. Hop, hop, hop. Oscar l'ours. Mais Oh là oui, là. il est trop mignon. Il est là et tout. Et on va le poser. Alors, où est-ce qu'on nous a dit de le poser ? Sur le coussin orange. À côté de la tasse. La tasse à pois. Hop, je le mets là. Tadam. J'en ai déjà mis un. Oh. Ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure des autres jours, vous allez un peu comme ça créer un peu la crèche païenne. Un diorama. Mais ouais, oui, c'est ça. Altaïa. Je suis Nicolas Sarkozy et je vais vous lire Le Temps des tempêtes. mais non, Altaïa, tu sais, les collections Je sais, en 25 000 numéros. Je sais bien. Oh, Ça me faisait la penser à ça. maquette de Nicolas Sarkozy. Et bien du coup, vous allez ouvrir tout ça, c'est toute une histoire de Noël, et vous serez trop content. Le jour de Noël, vous aurez fini d'installer tout le monde et vous pourrez fêter Noël avec toute votre famille. Bon, et ben ça, si vous avez un truc charmant à acheter, c'est quand il y a la Saint-Nicolas, c'est ça, début décembre ? Ouais, c'est le 6 décembre, un truc C'est comme le ça. 6 décembre. Les Alsaciens nous diront. Bon, et ben vous pouvez l'offrir pour le 6 décembre, vous aurez déjà plein de petites cases à rattraper, et ça préparera l'arrivée de Noël. qui fait rien. Garantie sans salmonelle. C'est vrai. On pense pas assez à garantir les jeux sans salmonelle. Ouais, parce que c'est pas un calendrier d'avant avec du chocolat. Ah oui, le chocolat, c'est pas la même. D'ailleurs, vous avez commencé le calendrier de l'Avent Exit. Ouais, avec Christy, on a commencé ça la Et alors, semaine dernière. est-ce On que a c'est fait bien on s'est spoilé, on s'est gâché le calendrier de l'avant, on a fait les 5 premiers numéros avant même le mois de décembre. Et alors, c'était bien ? Ça défonce. Allez. En fait, alors, pour être honnête, les premières énigmes sont vraiment faciles. Oui. Mais dès le 4e, 5e jour, on passe 10-15 minutes à faire des énigmes, c'est-à-dire que 10-15 minutes par jour, c'est quand même déjà pas trop mal. Je regardais si le micro marchait toujours. Bah écoute, oui, les retours sont excellents sur le calendrier de l'Avent Ouais. Exit. Attention, il y a beaucoup de texte, donc Ouais. il y a quand même une histoire qui va suivre, donc un peu de lecture, Un peu comme sur le calendrier de l'Avent, ah bah. c'est ça. Vous pouvez nous commander ces jeux, on les a, on vous livre tout ça en des temps records et ça. immémoriaux. Mais du coup, maintenant, calendrier de l'avant exit, même si vous avez jamais fait d'exit, foncez. Ok, mais grave cool. J'embrasse Camille Benoît. On n'y pense jamais assez à embrasser Camille Benoît. C'était son anniversaire et je crois que dans le tumulte de ma vie, j'ai oublié de lui faire des gros bisous pour son anniversaire. Bon anniversaire, Camille. Ouais, je m'en veux, j'ai des remords. Allez, parlons du jeu numéro 4 désormais. Bien. Le jeu numéro 4. Le jeu numéro 4. Il y a un jeu dans le jeu. Oh Bah, mais moi, j'aime beaucoup les jeux pour enfants. Oui. Bon. C'est mon côté joueur, je peux autant kiffer Imperial Steam, Galileo, Lofoten que Bienvenue à la maison. C'est la version française de Welcome to Your Perfect Home. Oui, c'est exactement ça. C'est un jeu Blue Cocker. On est dans un jeu, à partir toujours pareil de 2-3 ans, c'est sur mes premiers jeux de vocabulaire et je découvre un peu... tu vois, c'est l'âge à partir de laquelle tu découvres un peu la vie, toutes les choses, comment c'est organisé, comment c'est pensé. Du coup, dans le cadre de ce développement un peu là de l'adulte, de l'enfant et du futur citoyen qu'il sera, et ben du coup, ça c'est très mignon. C'est un jeu vraiment dans lequel il y a assez peu de règles, c'est très libre, mais comme les jeux à partir de 2-3 ans, faut pas trop qu'il y ait de règles. Pas fait pour ça. Vous allez en fait récupérer des cartes au fur et à mesure et devoir décider dans quelle pièce de la maison est-ce qu'on va se mettre à les ranger. Est-ce que ça va dans la cuisine? Est-ce que ça va dans le salon? Est-ce que ça va dans la chambre? Est-ce que ça va dans la salle de bain? Un pull, Sébastien. Où est-ce que tu le mettrais toi le pull, Sébastien? Dans la salle de bain.
Pourquoi tu le mettais dans la salle de bain? Dans le bac à linge sale. Parce que c'est là où on met le linge sale. Eh oui. Est-ce que et ce pull, peut-être il est sale, c'est là qu'on va le mettre? Peut-être il est sale. D'accord, eh bien on le met là-dedans. Sébastien, où est-ce qu'on met le jus d'orange? Dans le salon pour regarder la télé. D'accord. Mais tu regardes pas trop la télé. Ah non. Pas plus de 0 minutes par jour parce que tu n'as que 2 ans. Oh. Très bien. Et vous allez comme ça au fur et à mesure discuter avec vos enfants de où est-ce qu'on met les choses et les autres. Effectivement, peut-être que toi tu le mets dans la salle de bain, peut-être que d'aucuns le mettraient dans la chambre, peut-être que quelqu'un le dirait je mets dans la cuisine parce que dans la cuisine il fait froid, parce que le double vitrage n'a pas encore été installé, et que l'hiver arrive et qu'il y aura des coupures d'électricité. Et ben ça on est sur un jeu qui fait discuter un peu de tout ça, avec un petit garçon, une petite fille, tout ça. Et c'est pas tout. Oh. De l'autre Twist côté, à Saint-Tropez. Twist, vous avez d'autres types de cartes qui vont dire grand, petit, tout ça. Vous avez des cartes un peu de catégorie qui vont être là. Par exemple, les choses grandes, les choses petites. Et on va tirer les cartes et on va devoir les placer. Les cartes, est-ce que c'est grand ou est-ce que c'est petit le pull? Ou est-ce qu'on les place au fur et à mesure? On va devoir trier les cartes. Voire même, on peut les trier par 3. On a une plume, un caillou et un pull. Alors on va dire, ben, la plume c'est le plus petit, le caillou il est un peu plus grand, et le pull il est encore plus grand. Et on fait une sorte de timeline comme ça au fur et à mesure. Et ben c'est trop cool. Ça fait discuter avec les enfants, de 2-3 ans, ça c'est du jeu à voir dans toutes les bibliothèques, les écoles, tout ça, en première section de maternelle. C'est trop chouette à avoir. Un jeu de discrimination. Si tu le ressors Eric Zemmour, ça Bah va non, mais pas c'est se vrai. passer. Laisse-le là où il est, dans son ignominie. On y va, on continue. Hop là. On est sur le 30. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, le 30, le 30, le 30. Le 30, est-ce que c'est Toko Island? Ah le non, 30? c'est là-bas, je crois. Oh, je voulais parler de Toko Island, moi. Bah tu en parleras. Encore un jeu de Bruno Catala? Eh oui, c'est le troisième cette semaine. C'est le troisième Catala de la semaine, et pas des moindres. Mais le premier Goupil. Hein? Mais le premier Goupil. Et le premier, Johannes Goupil. Les auteurs ont des marottes. Alors, l'idée de Bruno Catala, c'est que c'est quelqu'un qui est obsédé par les polyominoes et autres dominos. On a King Domino, il y a eu Ishtar, il y a eu Queens, il y a eu... Bah, Queens avec le même duo d'auteur, je avec le crois. même auteur, avec Johannes Goupil, qui m'avait expliqué le jeu à Cannes il y a des années. Johannes Goupil. Et ben moi, les deux m'ont expliqué le jeu au off de Cannes. Ouais, et j'ai mais- joué, pas contre eux, mais j'ai joué à côté de... Oh, c'était horrible. Enfin non, pas les... Non, c'est pas ça que je veux dire. J'ai joué avec Catala, quelle horreur! Non, je retire ce que j'ai dit. Avant la partie, je me suis mis à côté de la table en disant bah ok, je vais regarder, c'est rigolo, un jeu que dont j'ai entendu parler, ça sort à la fin de l'année, qu'est-ce que ça donne? Donc je me mets sur le côté un peu loin, et là t'as 3 mecs bourrés qui viennent, parce que c'est le off et bah il y a de l'alcool, ils font ah, c'est Bruno Catala, et ils se mettent vraiment, ils se collent à lui, et je me dis mais la foire quoi, le zoo. C'est pour ça, d'où le côté, c'est horrible, j'ai quand même ce souvenir qui me dit ah ouais vraiment, Il y a une comportez-vous technique. bien avec les gens quoi. Il fallait faire comme moi, j'étais dans un état d'ébriété très C'est vrai, avancé. c'est vrai, je retire Du coup, ça. Ouais. au moins les gens ne sont pas venus me parler en se disant bah, on va pas lui parler, il est bourré. Oui, c'est toi qui allais parler aux gens de jeux sur le polyamour. Oh, c'était fabuleux. Bien. Orichal, que du coup on est dans la lignée de jeux que peuvent faire. Bah, après il y a eu Queens qui était un jeu de polyomino sur des abeilles. Je vulgarise. Mais là on est toujours dans cette même lignée de jeux là. Si vous avez aimé les précédents, vous aimerez sans doute celui-ci. Il est édité par Catch Up Games avec des illustrations de Paul Mafayon. Comment ça va marcher? Chacun notre tour on va venir récupérer un petit bout de terrain. En plus de quoi, on va récupérer une carte qui va déclencher une action. Tout ceci, on va venir le poser sur notre plateau devant nous. Notre but étant au fur et à mesure de forger un royaume qui permet d'obtenir 5 médailles. Pourquoi on a un métal celle-là? Ah oui, parce que c'est la première édition, il y a une médaille en métal avant de commencer le jeu. Comment on va obtenir ces fameuses médailles? Bon, sans doute en construisant des temples. Grâce à l'action construire qui est sur une de vos cartes, vous pourrez construire un temple à condition que vous ayez mis 4 terrains totalement différents, les uns à côté des autres, de façon à ériger un temple dessus. Bien. À partir du moment où, à l'inverse, vous avez mis 3 fois le même terrain à côté, vous allez, ici comme la forêt, vous allez pouvoir attirer j'allais dire le colosse. La faveur des titans. Le titan qui va bien, qui permettra d'occuper une de vos médailles. Vous n'aurez qu'un seul titan à la fois, et il va permettre de décupler vos actions. Haha. Par exemple, celui-ci fera que lorsque vous construisez plus. Celui-ci fera que lorsque vous attaquez un titan, une des créatures, pardon, vous la tuerez instantanément. Parce que voilà, dans les tuiles que vous allez récupérer parfois, il y aura des créatures. Vous allez pouvoir jouer au dé pour les dégommer, ces créatures-là. Bon, très bien. À partir du moment où vous avez dégommé des créatures, vous allez pouvoir commencer à déclencher des actions spéciales.
Ok. Votre royaume, dans les bâtiments que vous allez venir poser, vous aurez de quoi produire de l'orichal, qui à partir où vous avez suffisamment, vous allez pouvoir déclencher des actions spéciales, des actions bonus. Et dans les bâtiments que vous avez posés chez vous, vous avez de quoi fabriquer des hoplites qui permettront de jouer en premier et de vous servir dans tout ça avant les autres. Et vous allez pouvoir en plus déclencher des actions spéciales avec vos hoplites. À vous du coup de forger un royaume qui va bien. De faire en sorte d'éliminer des créatures pour pouvoir gagner des bonus de plus en plus. Et de faire en sorte d'agencer tout ça de façon à récupérer toutes ces fameuses médailles et de construire des temples. Parce que je sais pas si tu l'as dit, mais ouais, on veut marquer 5 points parce que dès que je marque 5 points, je gagne la partie. C'est ça, une le course. premier qui a 5 médailles à gagner. À vous de voir aussi là-dedans, comme dans tous les jeux un peu de draft de tuiles, qu'est-ce que vous voulez prendre et qu'est-ce que vous ne voulez pas que votre adversaire se mette à récupérer dans cette histoire. Les différents bâtiments vous permettront de construire après des petits bâtiments spéciaux qui vous donneront des actions spéciales à venir poser chez vous. On est dans ce petit genre de jeu-là, je prends des tuiles et je construis mon royaume avec. 2-4 joueurs, c'est très bien à 2, c'est fluide, c'est rapide, ça roule. Voilà. À 2, de façon assez classique, on peut quasiment le deviner. Après avoir choisi une carte et une tuile dans la rivière, et ben je choisis une carte que je vais défausser pour empêcher mon adversaire de l'avoir. D'empêcher de l'avoir. Draft et contre-draft. Une 40aine d'euros, si je dis pas de bêtises. Je pense qu'on l'a étiqueté ici. Et on regarde. étiquette les jeux. Attention. Allez, 45. Vous avez vu? Pas loin. J'étais bon. Allez, presque pas loin. Eh ben écoutez, il nous reste maintenant encore pas mal de jeux à voir. Regardez la boule comme elle est encore bien remplie. Oh la vache, mais qu'est-ce que c'est que cette semaine? 36. Oh, c'est le dernier. Le dernier jour du disco? Le dernier jeu de ces dispo. Je veux le passer sur ta peau. Eh ben 36, alors 36. C'est Aurignac? Non. Non. 34. Fédération? Fédération? Non. Non, 36, c'est... il est là. Ah! C'est le jeu le plus choupi de la semaine. Ah, grave. Alors ça. Marco Teubner, notamment allemand, qui a fait... Ibashi. Voilà, entre autres. Mais il fait des jeux depuis... L'âge de Pierre Junior. 15-20 ans. Et c'est illustré par Gorobei, qui était notamment... Et c'est plus là maintenant. Ah si, on a là-dedans, remarque. Si. Bah toutes ces BD-là. Hein. Pour avoir illustré Your Theme Park, ou des BD tels que tous les Hocus Pocus des... Et Ligili. La mouette aventurière. Trop cool. Au Gumiland, on est sur mon premier deck building. Alors, non pas avec des cartes, mais avec un petit système de tuiles. On a une chatouillette. Et avec ma chatouillette, je vais pouvoir venir chatouiller mes gummies. Et à chaque tour, je vais piocher 2 petits gummies qui vont donc venir devant moi. Avec ces gummies, je vais regarder, est-ce que j'ai pioché une pomme et une fraise? Est-ce que j'ai récupéré de quoi prendre un gummy? Ah, peut-être pas. Du coup, je passe mon tour les uns les autres. Au fur et à mesure, je vais piocher des nouveaux gummies. Et à partir du moment où j'aurai de quoi agencer, je vais pouvoir récupérer un nouveau gummy que je vais mettre sur la phase double gummy. Je vais marquer 2 points. Et je vais le prendre chez moi. Désormais, j'aurai une nouvelle fraise dans mon deck. Ah oui, et ça c'est trop cool. C'est la tirelire. Tirelire pimpon sur le chihuahua. Zwip. Et je vais pouvoir les faire rentrer dedans, ainsi que les trucs que j'ai utilisés. On va comme ça, au fur et à mesure, implémenter son deck. Il y a même des petits gummies bonus, tout ça. C'est très simple, mais c'est mon premier jeu de... On a chacun le même deck de cartes au fur et à mesure. On va l'implémenter avec des petits gummies différents au fur et à mesure, donc des cartes qui permettent d'acheter des choses différentes. Et c'est une course aux bonbons. Je dis pas que c'est le jeu stratégie de l'année. Par contre, l'édition est mignonne. Pour ceux qui aiment faire de la manipulation un petit peu, vous allez trouver ça ravissant. Franchement, c'est trop mignon, vraiment, cette couve. Vous y avez joué hier soir, Ouais, on a joué hier soir, c'est vachement bien. Et il y a des petits modules supplémentaires. En gros, on peut débloquer des nouvelles tuiles qui vont donner des pouvoirs spéciaux. Genre, les tuiles que j'ai devant moi, bah, je peux décider de choisir quelqu'un qui va en défausser une et qui va la récupérer. Il y a 3 petites boîtes, 3 petites boîtes un peu d'achievement à débloquer dans le jeu, qui vont rendre l'expérience de jeu un petit peu plus stratégique une fois que vous avez maîtrisé la règle de base. Et là où j'étais content, c'est que justement, donc j'y ai joué hier avec ma copine, et qui a du mal avec les deck building. C'est une mécanique qu'elle a eu du mal à appréhender. Ah ça, pour poser son cul sur les jeux, il y a du monde et les abîmer. C'est ça. Mais là, mais justement, le truc de je dois piocher, je défausse, je remélange ma défausse quand j'ai plus de pioche, tout ça. Et là, Gumiland, je vais présenter juste avec les règles comme ça. En fait, la boîte permet de faire passer cette idée-là. C'est ça. Et à la fin, je lui dis, du coup, qu'est-ce que c'était comme jeu? Il fait, bah, je sais pas trop. Et je lui dis, c'est un deck building. Il fait, oh non! Oh non, on m'a eu! Voilà. On m'a fait manger des brocolis. C'est ça, exactement. Voici un nouveau numéro du Grand Loto des Jeux, c'est le 27, mesdames et messieurs. Quelqu'un a gagné le voyage au pas de la case? Non, 27, 33, non, c'est pas ça. 30. 27, je pense qu'on est... Ah non, on est plus sur la caisse. Ah, on est par terre, c'est là. Ouais. Oh là là, regardez-moi ce bazar. Eh ben ça, on est dans des trucs très cool cette semaine. On a exposé les jeux qu'on vous recommande.
c'est un peu le parti pris qu'on prend de vous dire, si on expose un jeu, si on vous en parle, si on prend le temps de l'exposer, d'essayer de vous en parler plus correctement, c'est qu'a priori, ça, dans l'équipe, on pense qu'il y a quelque chose à en dire. Des fois pour vous le recommander, des fois pour vous dire, attention, allez-y avec parcimonie, mais on dit un propos. Ici, dans The Key, il faut vous en parler. C'est quand même sacrément trop cool, The Key. Déjà, c'est un jeu de Thomas Singh. Thomas Singh, c'est l'auteur de The Crew. Et c'est un jeu édité par Abba. Abba, c'est l'éditeur qui fait Théo le pompier. Hein, oui. Des jeux à propos de la prostate. Bien, The Key, cette semaine, il en sort 2. Il sort le Casse en série au Royal Casino et Évasion à la prison de Stronghold. Ils ont des petits niveaux de difficulté indiqués sur chacun d'entre eux, à sur difficulté moyenne ou élevée. Qu'est-ce que c'est The Key? Ce sont de véritables jeux de déduction rejouables. C'est pas le cas de tous. Oh. Et ouais, souvent vous venez au magasin, on vend un truc, mais c'est quand on a fait les enquêtes, il se passe quoi? Eh ben, on attend que le temps passe et que l'ineffable illusion de votre mémoire fasse que vous puissiez à nouveau le refaire. Oh, il va falloir que j'attende l'ineffable illusion. Eh oui, madame. Voilà. Sauf que là, tu peux y aller direct. Il y a 10 modes de jeu différents. Et alors, je te mets au défi que ta mémoire puisse retenir tout ça. Parce que voilà. Au début du jeu, dans The Key, la clé, on va donc piocher une clé. La clé grise indiquera que pour cette partie, afin de résoudre l'enquête, il faudra se servir de toutes les cartes qui ont un pictogramme gris au dos. Si vous avez pioché la clé orange, ce sont toutes les cartes orange qui vont être nécessaires à la résolution de l'énigme de The Key. Bien. Comment ça va se passer? Au top départ, on va tous se mettre à piocher des cartes à l'intérieur de tout ça. Le but de Casse au Royal Casino est de trouver quels sont, c'est ce qu'on voit juste ici. Ici, vous avez chacun à son petit paravent, vous avez 3 braqueurs qui ont chacun braqué un casino. Votre but est de trouver quel coffre ils ont braqué, avec quelle combinaison et à quelle heure. Ah oui, donc ce qui est indiqué là, du coup, juste en dessous. Exactement. Tout ça vous donnera une série de numéros qu'il faudra rentrer sur le plateau des solutions avec le bon numéro de la clé pour vérifier que ça soit la bonne combinaison que vous avez trouvée avant les autres. Comment se faire? Admettons que j'ai pioché la clé verte, je vais donc pouvoir piocher à mon tour une carte verte. Le 4, c'est le niveau un peu d'indice que je vais pouvoir récupérer de celle-là. À la fin du jeu, si j'en ai plusieurs à avoir trouvé la solution, la personne qui gagne est celle qui a utilisé les cartes avec la plus petite valeur. Ah oui, parce que du coup, j'ai eu besoin de moins d'informations que les autres pour m'en sortir. Exactement. Ceci est un indice sur une personne et sur un coffre, a priori. Qu'est-ce que j'ai? On voit que lui a ouvert un coffre portant un numéro supérieur ouvert à celui par Madame Machin. Moi, j'ai cette information que je vais pouvoir stocker. Je vais la mettre à côté de moi et je vais de nouveau piocher une autre carte. Ah, on est dans du logigramme, dans ce genre de choses. Ça a été ouvert par une personne de plus grande taille que lui. Ok. Et tu commences à avoir plein d'infos partout. Et sur les portraits des personnages, on a leur taille. Tu as également à ta disposition, pour résoudre ton enquête, un petit livret du casino. Tu sais qui a sa chambre à quel étage. Tu as leur emploi du temps lors de la journée. Tu as leurs empreintes digitales. Parce que alors les cartes sont très diversifiées. Tu as ici des bouts de polyomino qui vont te servir à résoudre... 21h50. Ouais, à te résoudre des placements à l'intérieur du casino, de qui était où. Bon, et de qui a utilisé quoi comme numéro de combinaison sur les coffres. C'est diabolique. Il y a plein de choses à commencer à déduire, à choper là-dedans. Des cartes, il y en a une centaine. Si jamais vous allez piocher une carte qui ne portait pas la couleur, vous la mettez de côté, mais ça vous fera du malus. Ça vous apprendra à mal observer les cartes. Vous pouvez vous jeter dessus comme un sagouin, mais vous ne résoudrez pas le truc et forcément vous perdrez par rapport aux autres. Mieux vaut prendre le temps et de réfléchir. Ouais, ça, c'est pas une histoire de vitesse, hein, c'est vraiment une histoire de nombre d'indices. Et aussi un peu de vitesse. Parce qu'il va falloir résoudre avant les autres. Mais quand tu as fait quelques parties, tu sais très bien que c'est plus ta capacité à déduire que ta rapidité qui va t'aider dans tout ça. Quoi. On est sur un jeu clairement qui n'est pas jouable par des enfants de 8-9 ans, particulièrement des niveaux médiums. Par contre, à partir de 10 ans, genre les collèges, allez-y, foncez, c'est trop cool. Et même en tant qu'adulte, c'est plutôt chouette à jouer. Le dernier, Évasion à la prison de Stronghold. Là, c'est jouable par des ingénieurs informatiques. Là, c'est pour les adultes. Là, c'est chaud sa mère. Il va falloir retrouver qui s'est évadé de la prison, qui est parvenu à quel endroit, qui est servi de quoi, par où ils sont passés dans la ville. Quel chemin, dans quelle blanchisserie ils sont passés. Voilà. Il faut retracer le plan. Non, mais c'est fou. C'est assez. En fait, ouais, Thomas y a joué, il nous a expliqué un peu tout le cheminement de déduction qu'il faut faire pour dire. Donc, du coup, à la fin, ça me donne un code. J'obtiens une transformation de ce code, une deuxième, une troisième, c'est le code final. Et ça a duré... Regardez-moi ce paravent de fou.
Voilà, vous avez toute la liste de est-ce que j'ai trouvé ces gens-là dans cet ordre-là, les outils qui sont pris pour s'échapper, le lieu dans lequel ils ont parvenu à se cacher, ce qui vous donne à chaque fois des numéros qui font une combinaison. Vous insérez à la fin la clé dans le numéro qui va bien et vous allez repérer si c'est la couleur qui correspond au dos ou non, ce qui vous dira si vous avez résolu l'énigme ou si vous vous êtes trompé. Ça fait partie des jeux, tu me disais que à côté desquels vous vous étiez passé à l'époque où c'était sorti la première fois, là c'est les 4e et 5e boîtes. Ouais. Et vraiment, Thomas nous l'a pitché hier, on a vraiment trop envie d'y jouer. Genre, on a au moins 2 ou 3 à vouloir se prendre une boîte pour jouer chez nous. C'est super cool. Ça se joue très bien à 2, très bien à 3, très bien à 4. C'est un peu... Même en solo, dans l'idée, il y a moins l'impression des autres, mais en soi, la déduction peut fonctionner quand même. Tu as une sorte de score à obtenir, l'univers est très chouette. Vraiment, on est sur des jeux qui auraient mérité d'être nommés à l'As d'Or, au moins pour dire, voilà, ça c'est vraiment d'un niveau assez supérieur. Et c'est assez fou à dire, mais c'est 25-30 euros, tu vois, pour aussi un genre de truc assez rejouable. Et voilà, et pas très cher, et pas toujours la peine d'avoir des jeux à 55-60 euros tout le temps, quoi. Moi, donc ça, on vous recommande. Et c'est pour ça qu'aussi, ces dispos sont assez longs. On veut prendre le temps de vous dire, attention, ça, le loupez pas trop. Il y a une avalanche de sorties bien. Ça, allez-y, quoi. Moi, le truc que je trouve assez dingue, c'est cette carte-là est valable pour les enquêtes bleu, noir et bleu, marron et grise, genre celle-là. Donc ça veut dire que cet indice est pertinent pour déduire 3 trucs différents. Exactement. Genre informatiquement, je sais pas comment ça a été fait, mais c'est bien. Thomas Singh, l'auteur de The Crew, a dû réfléchir à la chose et faire ça, comment ça correctement. On reparlera la semaine prochaine ou semaine encore d'après de Turing Machine, qui dans ce cadre-là fait le taf également. Voici le 12, c'est l'Aveyron. On embrasse les gens de Rignac qui nous regardent. On embrasse Zaz. Eh bien, Dinosaur World, un jeu de Brian Lewis, David McGregor et Marissa Missoura, édité et localisé en France, localisation de Pandazorus de la boîte de jeu. C'est la suite de Dinosaur Island, un jeu qui est déjà sorti il y a quelques années, et du jeu à cocher, Dinosaur Island Roll and Ride. Roll and Ride, qui est déjà sorti il y a 15 jours. Bon, on est sur Jurassic Park. Hein. On en a déjà parlé il n'y a pas longtemps avec un autre jeu assez mauvais qui s'appelait Jurassic World, je crois, me semble-t-il. Jeu coopératif. Ouais. Dinosaur World est d'un niveau quand même très très supérieur. L'idée de Dinosaur World, c'est que c'est un jeu en plusieurs manches dans lequel vous allez tenter de construire un parc d'attractions de dinosaures. Vous avez des petits employés, vous allez drafter des cartes d'employés, vous allez en récupérer 9 qui seront de différents types de qualifications, et vous allez chacun les uns les autres commencer à venir les faire bosser à l'intérieur de votre parc. Vous allez construire des nouvelles tuiles à chaque fois, manipuler de l'ADN, et donc chercher à récupérer des dinosaures et les mettre à l'intérieur des parcs que vous avez construits, tout en gérant évidemment la sécurité. Parce que voilà, à chaque tour également, vous allez voir un petit truc qui fait voyager les gens à l'intérieur de votre parc. Il y a un niveau d'excitation, genre oui, on a vu des dinosaures, on était très excités, on va gagner des sous. Alors pour être précis, c'est une jauge de fun. La piste du fun. Sauf que, à chaque fois qu'ils visitent des attractions, ils trouvent ça toujours de moins en moins fun. Ah ouais, c'était super! La semaine d'après, ah ouais, c'était grave cool! La semaine d'après, fait, qu'est-ce qu'on s'est amusé? La semaine d'après, fait, oh, c'est bien. La semaine d'après, fait, oui. Oh bah oui. Et la semaine encore d'après, soit un truc de cet ordre-là. Un peu comme avec tout ce truc qui se répète, genre laissez dispo. Vous avez du coup géré ça au fur et à mesure, agrandir votre parc, manipuler votre ADN pour tenter de les faire monter, et surtout, réfléchir bien à quelles sont les cartes d'ouvriers que vous allez récupérer à chaque début de partie. Parce que chaque lieu va vous dire, si tu mets un ouvrier qui soit plus un ingénieur ou plus un garde de sécurité, vous aurez des déclenchements d'actions supplémentaires. Plus de récolte d'ADN, plus de récolte de dessous, plus de fun au niveau de la construction. À vous donc de gérer tout ça au mieux. On est sur du jeu de stratégie quand même pour les gens qui s'intéressent de la gestion, de comment gérer mon argent, un truc. Les illustrations sont trop cool, c'est joyeux, c'est festif. C'est coloré. Et les années 90, c'est terminé. C'est écrit sur la boîte. Vous avez en passage des petites infos sur tout ce qui est l'almanach Vermont et la diffusion du temps. Il y a une part évidemment due au draft de cartes d'ouvriers. Des fois, vous n'aurez pas ce que vous avez voulu. On sent que, comme dans tout jeu de poste d'ouvrier, il faut jouer en premier pour contrer un peu cet effet-là. Si vous voulez jouer à une plutôt bonne adaptation de ce que pourrait être un Jurassic Park, c'est quand même mieux que Jurassic World et que le Dinosaur Island premier du nom qui était sorti, qui à mon sens n'était pas un jeu terminé. C'est... ouais. T'avais déjà joué au tout premier ? Ouais, j'avais joué. Et même, moi j'étais hyper hypé par le thème et le matos, et j'avais hésité à venir acheter genre la boîte de démo qui avait été vendue à un moment, et j'avais lu la règle et tout, et ça me fait des petits souvenirs. Ouais, il y avait un truc déjà qui sent pas bon quand on voit un jeu, tu dis on pouvait y jouer en mode simple, moyen ou avancé.
Et le mode simple, il était genre, mais c'est trop court. Le mode avancé était, mais c'est trop long. Le mode moyen, t'es genre, bah, il manque un truc. C'était pas tout à fait bien. Et du coup, on sent que... Dans Lofoten, par contre, c'est mode simple, mode avancé, là ça marche. Ouais. Des fois, il y a des jeux qui sortent trop tôt, qui manquent de développement. On sent que ça, c'est la version aboutie d'un jeu qui était sorti sur une autre version antérieure. Là, ça y est, on a un truc qui va au bout de l'idée grâce au numéro 12. Voici le 7. On repartirait pas un peu vers les enfants avec le 7? Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé les voir. Hein. Qu'est-ce qu'ils nous disent les enfants? Ah, mais justement, on parlait de Macaca. Ils sortent une nouvelle BD, qui est Les Petits Chevaliers. Un jeu, une BD de Chucky, Walsh et Novi. Dit toujours par Macaca. On est tout comme sur le fameux Ligili. Ah, tu ne résistes pas à l'envie de nous le montrer. Mais il est trop cool. C'est le messager aventurier, il livre du courrier. Illustré par Gros. Hein, du coup. Et il fait pas grève, lui. Salaud. Il ne respecte pas son droit constitutionnel. Les gens, quand ils respectent pas leurs droits civiques, eh ben c'est comme ça qu'on les préfère. On est comme ça en France. Eh bien, voici, donc eux, c'est des enfants et ils vont chercher du boulot. Ah, voilà, c'est comme ça qu'on vous préfère. Alors les enfants, on va bosser pour être chevalier. Oui, je veux être chevalier. Hein, tu iras bosser au Puy du Fou. Hein, tu ne seras pas payé. Ah, pardon. Au Puy du Fou. Payé un attouchement. Alors, on passe à 10. Parce que voilà, au début du jeu, vous décidez si vous êtes une petite fille ou un petit garçon. Là, on peut décider. On se le fait pas attribuer par ses gamètes, là, machin. Qu'est-ce que je voulais? Moi, j'ai pas choisi ça, je veux être autre chose. Hein, t'en discuteras sur le plateau de Léa Salamé. Vous allez donc en 10. C'est vrai qu'il y a eu ça. Oui, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Moi, il me tarde qu'on invite Éric Zemmour pour discuter avec des gens, des juifs sur la Shoah. Hein, que vraiment... Pierre Bourdieu le disait que vraiment la contradiction dans l'émission de télé, c'était vraiment l'aboutissement du néant de l'intellect. Je pense que Pierre Bourdieu doit faire des triples saltos arrière dans sa tombe. Là, des tournes et retournes. Bien, on se concentre. Sinon, on ira dans un camp pour apprendre à se concentrer. Bien. On a choisi donc d'être cette petite fille qui veut du coup devenir chevalière. Et bien du coup, on va dire part en lune. Elle devient une bague. En fait, on va retrouver des objets qui vont être cachés là-dedans au fur et à mesure. On va donc aller partir en 33, hop, et on va pouvoir décider, est-ce que je veux aller dans la forêt, est-ce que je veux aller au port, ou est-ce que je veux aller au village? Vu qu'on aime bien l'album Le Fil de Camille, on va au port en 19. Bien, j'arrive en 19, qu'est-ce que je veux faire maintenant? J'arrive au port. Est-ce que je veux retourner sur mes pas, ou est-ce que je veux avancer vers le bateau? Alors, on va avancer comme ça au fur et à mesure, on va croiser les gens qui vont parler. Notre but, quand même, c'est de faire attention. Parce qu'il y a des objets qu'on doit récupérer, qui sont plus ou moins bien cachés. Là, on sent qu'on arrive un peu à l'aboutissement d'une quête. Notre but est de récupérer un certain nombre d'objets. Quand on va les avoir récupérés, on va pouvoir se rendre à une page bien particulière qui va nous dire qu'on a accompli notre quête. On est sur un petit jeu d'aventure. On doit faire des choix. On doit observer des choses. Et développer son petit personnage au fur et à mesure. Le fait qu'il y ait deux personnages permet d'avoir des chemins différents. Il le donne à partir de 3 ans. Voilà. En lecture accompagnée. Sinon, le vrai âge de l'autonomie, bah, déjà c'est 7 ans parce qu'il faut lire, donc à partir du CE1 c'est top. Mais jouez-y avant, avec des enfants, ça leur donnera envie de lire dans la vie. Et avoir envie de lire de nos jours, c'est quand même pas du luxe. Et c'est une des choses qui pourra veiller le mieux dans votre enfance que d'avoir le goût de la curiosité, de se dire tiens, comment est fichu le monde, j'aimerais pouvoir être tout seul et autonome là-dedans. Ça pourrait être sympa. Et ben les petites BD Macaca, tout comme celle de ma première aventure de Gameflow, permettent ça. Voici le numéro 21. Le 21, on est sur du retour en stock ou des choses comme ça. 3 chouettes mots. 3 chouettes mots. Ou bon, là on est sur variation sur un même thème. On est sur du jeu de mots, du jeu d'ambiance. Ouais, c'est à mi-chemin entre Just One et Decrypto. Et Decrypto, très clairement. C'est vraiment fait penser à Decrypto par l'éditeur qui est le même que ceux qui font... Flashback 20 secondes de feu. Ah non, je croyais que tu parlais de Decrypto. Ouais, alors, regardez, c'est bien illustré au dos avec des petites chouettes. Dans ce jeu d'ambiance, votre partenaire doit deviner le mot écrit sur votre carte. Admettons que le mot soit lune. Pour l'aider, vous allez écrire 3 mots icônes. Donc, admettons, j'ai écrit croissant, nuit et lueur. Alors par contre, je crois que tu as mal lu le mot indice. J'ai dit quoi? Icône. 3 mots icônes. Ah, mais je suis complètement cramé. C'est fou, hein. C'est la fièvre qui revient. Mais attention, les autres équipes ont également vu le mot secret. Elles tentent de deviner les mots indices. Si elles y arrivent, elles vous volent des points. Alors, évitez les indices trop évidents. Mais ne soyez pas trop obscurs non plus. Votre partenaire doit trouver à la fin votre mot secret. Donc je dois deviner les mots que toi tu veux utiliser pour me faire deviner le... Ouais, mais si je mets des mots trop différents de l'une... Ouais. Bah après, moi, je vais pas le trouver. Ok, les autres vont pas me coincer, vont pas nous voler des points, mais tu vas pas trouver non plus. Et si je trouve pas, ça donne des points à l'autre équipe. Bon, et voilà, on est là-dedans. On est dans ce genre de petites choses-là, à la Just One, à la Decrypto. Pour qui a Just One et Decrypto, ce jeu est sans doute superfétatoire. Pour qui ne l'a pas,
il pourrait émoustiller Pour vos être moustaches ludiques. super chouette. Super chouette, hein? Archi chouette, comme disent les gens qui sont à Lyon. Bien, voici le 11. Le 11. Ah, le 11, c'est le début du magasin. Du magasin. Ah, bah non 11, on entre dans un nouveau segment de la vidéo. Ah bon? Eh oui. C'est quoi? Oh, un segment qui va prendre au moins 54 minutes. Ah bon? 54. 54. Oh là là, les amis. C'est mon moment préféré de la vidéo. Avec le moment où je vous parlais de Toko Island. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le passe-temps, les cartes à jouer. Et là, on peut s'asseoir, on est chez mamie. Hein. Une fois par an, je commande des cartes Bicycle qui sont les plus belles cartes à jouer de tout le monde entier de la carte à jouer. J'en ai commandé, je sais pas, 40 références différentes. Je crois que Christy et Nico ont passé une après-midi à les compter et on a passé une journée à les ranger. Vous m'avez détesté. C'est ça. Bon, vous regarderez, on a fait une liste spéciale. On va pas les ouvrir, les déballer, vous en parler de toutes. Ce sont des jeux de 54 cartes, mais qui sont même pas beaux. Ils sont à tomber. C'est pas, enfin, on les met à la caisse parce que franchement, ça attire l'œil, c'est trop joli. Bon, il y a aussi bien les cartes vertes en mode un peu, je sais pas comment dire, ouais, Caterpillar, chenille. chenille. Ça, c'est parmi mes préférés de la collection. C'est des Tokidoki, c'est des petites cartes avec des illustrateurs japonais qui ont fait ça. Alors, vous remarquerez qu'il y a des trous. Parce que quand je les ai référencés, enfin, quand on les a récupérés, Nico, qui les référence sur Internet, il y en a qui les a trouvés tellement jolis, ils les ont achetés. Bah ça, il y a Nico, Christy et Thomas qui en ont acheté, un dessus. Ils ont acheté les monumentales. Mais c'est horrible. Franchement, à chaque fois, dans les descriptions des cartes, vous pouvez les regarder. La description des vidéos, vous avez le lien vers tout celle-là. Allez jeter un œil à ça. C'est fou ce que fait Bicycle en carte à jouer. Il y a ces Bicycle et Theory 11 aussi, je crois. Et Theory Eleven, tout à fait. Il y a aussi des trucs un peu conceptuels, genre là, celui-là, c'est un peu. C'est un graffeur. C'est un graffeur qui les a fait, celui-là. Il y a des cartes Harry Potter, il y a des cartes Star Wars. Il y en a des Robin des Bois, il y a des trucs gothiques, il y a des trucs très élégants qui sont juste faits par des artistes. Et il y a des cartes de Scranton, Pennsylvanie. Alors, Scranton, Pennsylvanie. C'est déjà la ville où se déroule The Office. C'est la ville dans laquelle il y a The Office, il y a un deck sur Scranton, Pennsylvania. Bon, j'en ai commandé un. C'est peut-être moi qui... Ou deux. Non, peut-être moi qui l'ai acheté. Assez peu. Non, un seul, je pense. Bon, il y a George Lewis. Il y en avait un avec des chats aussi, je crois. Oui, il y en a un avec des chats et qui est très beau. Il est horrible, ce chat, il est très beau. Alors, t'as la vie des gens en même temps que le truc. Et dedans, devine qui est né à Scranton, Pennsylvanie. Donald Trump ou Michael... non, pas Michael Scott, mais... Michael Scott, oui. Steve Carell. Il y a Joe Biden. Ah, bah voilà, j'étais pas trop loin. Il y a une carte Joe Biden dans le deck de Scranton. Et il y a aussi le deck de cartes US President. Oui. Il y en avait un avec des cartes. Il y a des cartes, il y a des cartes Avengers. Il y a plein Il y a de des trucs. Harry Potter, il y en a plein. C'est fou. C'est fou ce qu'ils font. Et c'est, tu vois, c'est celle sur les chats. Alors ça, si vous avez des enfants qui adorent les chats. Ouais, c'est des chats style sorcière, ouais. Mais les cartes sont juste à tomber, quoi. Donc voilà, à chaque fois que vous viendrez au magasin, vous pouvez les scanner, il y a un QR code au dos. Et en allant vers le QR code, ça vous renvoie vers une fiche qui recense le dos, les faces, des vidéos, tout ça. On fait ça bien. Et voilà, donc ça, si vous cherchez des cartes à jouer, puis c'est des cadeaux un peu faciles à faire à des gens, je suis content d'en avoir plein. Des fois, il y a des trucs, je les référence juste parce que j'ai envie de les avoir, parce que c'est vraiment trop cool. Les cartes Bicycle, quoi? Qu'est-ce que quoi? Bon, d'accord, je fais parfois un peu de la merde. Et ça, Okay. tu sais quoi, Nico a une théorie. Normalement, quand on le présente en ses dispo, on le vend directement. Là, on l'a pas vendu, parce qu'en fait, il n'était pas référencé en ligne. Donc peut-être que, maintenant qu'il est en ligne, Allez, il va partir. qui veut une nazigounette? Ouais. Elle est pas chère. Théo le pompier. Théo, mon Dieu, c'est horrible. Ouais. Bon, mais il y a une catégorie spéciale du coup pour les paquets de cartes pour ne pas noyer les jeux du Cdispo. Voilà. Si vous voulez un peu regarder de quoi il s'agit. Merci à Nico d'avoir fait ça. Retrouvez tous les meilleurs moments de ce Cdispo dans le Out of Context, le passe-temps, sur Twitter dès demain grâce à Monsieur Blu. Le fabuleux Monsieur Blu. Maintenant, quand je filme, je repère des moments qui pourraient y être. J'ai déjà quelques petites idées. Il nous reste plus qu'une dizaine de boules. Ah oui, ça y est, c'est le 1. Venez voir. Le 1. Logic Games, où se cache Vanda? Oh. Alors. Je pense qu'elle est genre par là. Est-ce qu'on va la voir? Il y a un personnage de Marvel qui s'appelle Vanda. Et oui, la sorcière rouge s'appelle Wanda Maximoff. Allez. Et voilà. Allez, c'est le petit instant. Eh ben, Abba ne disait pas ça du tout. Abba, 4 ans, jeu solo. Parce qu'à 4 ans, les enfants, ça va, il faut qu'ils développent un peu l'autonomie. Hein, va jouer dans ta chambre. Hein, et fais-toi éduquer par la télévision. Qu'est-ce que c'est mignon.
Alors c'est plus que mignon, il y a une petite maison à l'intérieur. Mais c'est pas tout, il y a également un petit livret, comme dans tous les jeux de Logigames de chez ABBA. Celui-ci est fait par un auteur que je ne trouve pas sur le nom de la boîte, mais il doit y avoir un auteur. Oui, sûrement. Voilà, Peut-être Wanda, justement. Alors, regardez, vous avez donc un petit livret de contraintes. Vous avez, donc ça c'est justement Wanda, le petit extraterrestre qu'il faudra à chaque fois arriver à placer. On vous indique le jeu. Partons sur des niveaux un peu plus avancés. Bien. On nous dira, il faut mettre ce monsieur dans la pièce qui a les enceintes. Alors, vous avez donc... un énorme reflet, mais on devine l'idée. Et là, tu as toujours le reflet. Là, c'est bon. C'est bon. Alors, je vais prendre le petit monsieur et je vais devoir trouver la pièce dans laquelle il y a les enceintes. J'ai trouvé. Il y a plein Regardez, c'est là-haut. Tout là-haut. Il va falloir que tu ailles dans l'angle encore. Oui, ça y est, on les voit. Là-haut. Ah oui, c'est bon, vu. Ah oui, ok, donc il faut vraiment se pencher, regarder ce qu'il y a dedans. Et donc je mets... dedans. Ok. Extérieur, intérieur. Où est-ce que je mets lui? Où est-ce que je mets Wanda? Là où il y a des chaussettes, il faut que je place tout ce beau monde à l'intérieur de la maison. Plus on avance, plus les contraintes sont compliquées. Des fois, il y a juste la pièce dans laquelle on voit ça à un endroit. Il y a un tout petit détail de l'objet. Exactement. Et il faut arriver à le placer correctement à l'intérieur. Vous avez compris l'idée? Eh ben, c'est trop mignon, cette histoire. Moi, j'aime beaucoup. Est-ce que tu as une alerte de mon téléphone comme quoi j'avais quasiment plus de batterie? Oh, c'est rouge, hein, mais je saurais pas te dire combien de pourcents tu possèdes. Allez, on va essayer d'accélérer pour les derniers jeux. Oh, il te reste le 27%. C'est la fête, c'est la teuf. Non, sans déconner, où se cache Wanda? C'est trop chouette. Ça fait développer un peu le vocabulaire, tout comme dans Bienvenue à la maison. Qu'est-ce qui est où? Faut les poser. Au passage, vous allez vous garder la maison pour faire plein d'autres trucs à l'intérieur, à faire vivre vos Lego et vos aventures dedans. Nous, et même pour orthophonistes, pour EduxP, tout ça, oui, c'est complètement adapté un et grand adaptable. Oui. Non mais trop bien. Ah bah, il y a ils sortent plein de jeux. Il y a ça. Moi, j'approuve. Hop, un nouveau numéro cette semaine. Le 35. On est sur la fin là, sur les 35, non? Ouais, 35. Eh ben 35. Je crois qu'on est sur Aurignac. Je crois que c'est maintenant Aurignac. Je suis pas si sûr. Hein. Je crois que c'est le jeu dont tu as envie de parler depuis le début de la vidéo. Ah ouais? Oui. C'est lui? Et vraiment? Encore? Oui! C'est lui! Il y a des jeux, cette semaine, vraiment, les couves sont ouf malades. Allez! C'est trop joli. Et oui, c'est joli. Parce que tu sais qui a fait l'illustration? Eh ben, c'est Patrick, le dermato du patron d'Helvétique. C'est Sandy Senacreto. Eh ben, je ne sais pas qui c'est. Eh bien, désormais, tu le sais. C'est la personne qui a fait les illustrations de Toko Island. Les auteurs sont Marie et Wilfried Ford, des gens qui ont fait... quelques jeux pour enfants à leur actif, qui ont été les co-auteurs de Dragomino, qui ont fait l'excellent attention, escargot préparé. Oh, ce serait drôle là, sur le rayon enfant de compter combien il y a de jeux par Wilfried et Marie Fort. On va pas le faire, mais il y en a sûrement beaucoup. J'en vois 4 rien que là. Bien, ils reviennent. Puis ils reviennent, ils sont déjà venus au passe-temps, ils pourraient revenir, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Ah, ils sont venus, ok. Oui, et même une fois, ils avaient dit qu'ils venaient. Et ce jour-là, je m'étais pas levé. Oh bon. Comme Johan. Johan pas levé. Bien, dans Toko Island, on est sur du jeu coopératif à partir de 6 ans. Du jeu coopératif de mémoire, très astucieux. Bien. Notre but est de retrouver une liste de 10 objets. Au début de la partie, on a choisi une couleur et un symbole, ce qui nous a donné un scénario. Les scénarios portent des noms, des noms de biologistes, explorateurs, de Darwin, tout ça, des personnages plus ou moins connus. C'est ce qui est plutôt assez malin dans le jeu. Donc là, toutes les cartes ont un petit serpent jaune. Exactement. Au dos. Par exemple, au dos. Par exemple, hop, si j'arrive à attraper la règle, nous avons des scénarios qui portent le nom de Herschel, de Darwin, qui sont ces gens encore, de Madame Joséphine Kablik, c'est une botaniste tchèque. De Lamarck, je crois. Caroline Herschel, astronome allemande. Bien, on va faire des missions qui portent leur nom. À chaque fois, on va prendre un symbole, une couleur. Voici les 10 cartes que l'on doit retrouver. Nous allons donc retourner la première. Nous cherchons ce masque. Donc, il va falloir que nous procédions à des fouilles, afin de trouver des fouilles sur Toko Island. Comment ça marche? Chaque fois qu'on joue les uns les autres, on va pouvoir utiliser un petit jeton afin de faire des fouilles. Si j'utilise une pioche, je pourrais fouiller dans la montagne. Si j'utilise une pelle, je pourrais fouiller dans la jungle. Avec un râteau, je pourrais ratisser la plage. Admettons que j'utilise le râteau et ils sont dans des zones, la zone x2, x3, x1. Si j'utilise le râteau x1, il est définitivement défaussé et je peux retourner un jeton sur la plage. Dans le sable, je recherche des sensations. Ouais, mais c'était le collier bleu. C'est pas celui-là. Bien.
Le jour d'après va jouer. Admettons que Sébastien, tu prennes la pelle avec le 2, tu peux creuser Eh ben regarde, 2 fois dans la forêt. creuser dans la forêt, je vais aller retourner celui-ci. Ce n'est pas alors. Ah! Tu peux continuer à creuser dans la forêt ou tu peux continuer à creuser sous la tuile qu'on a Eh oui, récupérée. parce que c'est un plateau gigogne. Je peux aller fouiller ici et... Non, Mais non, il n'y a pas de map. c'est la petite statue. Donc, Mais je sais qu'en dessous, il y aura une statue. on s'en rappelle. Moi, je vais fouiller maintenant 3 fois dans la montagne. Et là de 1, oui, c'est bon, Oh, j'ai bien trouvé. joué. Je viens le poser sur mon plateau de découverte qui se situe juste ici. Et du coup, tu sais que maintenant, des masques de taille grande, il n'y en a qu'un seul. Donc peut-être que si tu C'est recherches un masque, il ne faut pas rechercher dans On cette tire taille-là. le suivant, on tire l'améthyste. Pas de bol, on l'a pas encore vu, mais on aurait pu déjà l'avoir vu. Il faut faire gaffe parce qu'au fur et à mesure, les jetons s'épuisent. Et ça se trouve, on n'en aura plus du tout. Il faut arriver à retrouver tout ça avant que la pile soit totalement épuisée. Déjà, c'est charmant, c'est mignon. Mais c'est pas tout. Nous avons ici un livret. À partir du moment où j'ai réussi la mission Herschel jaune, la mission Darwin rouge, je vais pouvoir gagner. Oh là là! Par exemple, ça, c'est l'objet pour lequel on est. Donc, Ouais. on est sur un petit un microscope, car la personne était une botaniste qui se servait d'un microscope. Je vais pouvoir l'insérer dans mon petit livre des cartes des missions que j'ai réussi à accomplir. L'album Panini. Exactement, l'album Panini de Toko Island. À partir du moment où j'arrive à avoir toute une rangée entière, je gagne des petits jetons qui me donnent des bonus. Là, ici, ici, je crois que c'est quand je fais des colonnes et ça, c'est quand je fais des lignes. Ouais, c'est ça, c'est quand en gros, plus on complète, c'est des petits achievements et on débloque du contenu, c'est trop malin. C'est. Et je débloque du contenu que je mette à la proue de mon navire. J'aurai un jeton à chaque fois qui permet de fouiller, faire des fouilles en plus, d'aller changer la carte en cours, tout ça. Non, mais- On est sur un système de jeu évolutif. Niveau matériel, ça en fait pas des caisses. Bon, il y a du plateau triple épaisseur, mais c'est pas énorme. Mais le petit côté du livret, tout ça, je pense que vraiment pour les gamins, c'est ouf. Vous comprenez pourquoi ceci dispose des heures Ouais. Parce qu'il se passe des trucs quand même assez intéressants dans les Oh. sorties de la semaine. En revenant de Vichy, vous nous l'aviez montré, et même sans y jouer, c'était évident que ça allait être bien. Et ouais, Tu c'est regardes. trop chouette. Tu fouilles une fois, tu fouilles 2 fois, tu fouilles 3 fois. Là, tu peux dire que la prochaine fois que tu cherches une parure, si elle est dessous, Et je pense qu'il y a des trucs qui sont pas évidents. Il y a dans le niveau de difficulté supérieur, en plus de trouver de valider l'émission, il faut atteindre un certain score. En Oui. gros, plus Et- un objet est petit, plus il va rapporter de points. et il faut que tu arrives à aligner tout ça Ouais. correctement. Non, c'est. le Faut plateau prendre des risques, avancé. c'est très malin. Grave cool. Je pense qu'on l'a étiqueté. À combien qu'il est Toko Island? Ah, bah non, on l'a pas étiqueté. Ah, ben voilà. Non, en fait, j'ai refait tout le rayon de cette étagère-là pour que c'est. Toko Island est à 28 € dans le meuble Eh des ben voilà. nouveautés quand vous rentrez au passe-temps. Donc un meuble des nouveautés, autant vous dire que c'est une semaine de rotation. Toutes les semaines, ce meuble est complètement changé. Bah là, il y a 3 jeux qui sont sortis la semaine dernière, grosso Hein, modo. voilà, c'est un peu la folie. Qui va survivre? Ah, seuls les distributeurs savent. En tout cas, moi, je ferais bien survivre Toko Island. On dirait une sorte de Hunger Games, tu sais. Mais c'est autant tu vois, l'année dernière, il n'y avait pas tant de jeux pour enfants que ça. Autant cette année, c'est l'année des jeux pour 5-6 ans. La nature a horreur du vide. D'ailleurs, à la question, pourquoi est-ce qu'il y a autant de jeux qui sortent? Je peux vous donner un élément de réponse. Un jeu, dans son développement, nécessite 1 an et demi, 2 ans. En moyenne, dans la vie, tout le monde s'est un peu fait chier pendant le confinement. Et tout le monde a créé des jeux. Et bien, ces jeux-là, ils arrivent maintenant. C'est un peu les jeux du confinement. Et pendant le confinement, les gens jouaient beaucoup. Donc il y a un peu tout et n'importe quoi qui a été édité. Dans beaucoup des jeux qui sont là, il y a des jeux qui ont été pensés, inventés lors du confinement, ce qui donne des choses des fois plus ou moins réussies, plus ou moins pertinentes. En tout cas, les gens ont pu tenter un peu leur chance, ce qui explique ceci. Nous sommes avec le numéro 18. Ça Oh là là. Putain. Ça, dans les survivants des Hunger Games, celui, c'est Bear Grylls, quoi. C'est... Quoi? Non, mais dans le sens où il a survécu, quoi. C'est un jeu... Alléluia! Dominion a de nouveau au moins une extension. Oui! Elle est dans mon top 3 des extensions Dominion. C'est Dominion Arrière-Pays. Qui avec... Attends, je suis cramé de fatigue. Il y a quoi? Il y a Rivage qui était bien? Il y a Rivage qui est bien et il y a... c'est pas l'intrigue, l'intrigue est bien mais uniquement en extension, pas en jeu de base. Aventure. Oh, Aventure, c'est nul. Et l'autre qui est bien, Il nous en reste une boîte, si jamais. eh ben c'est nul. Mais on l'a. Vous voulez des jeux nuls? N'hésitez pas. L'autre, c'est Âge des Ténèbres. Âge des Ténèbres, Rivage, Arrière-Pays, top 3 des extensions de Dominion. Bon, il y a plein de cartes fabuleuses à l'intérieur. Le Carrefour, c'est grave cool. Est-ce qu'il y a le touche-à-tout? Moi, c'est le touche-à-tout, c'est ma carte préférée. Parce qu'elle fait un peu tout. Elle écarte, elle fait piocher, elle fait des sous, elle peut faire des actions. Bon, je n'ai jamais joué à Dominion. Alors, Ouais, vas-y, si tu devais expliquer le jeu en 2-3 phrases. 2-3 phrases? Ouais. Dominion est le jeu qui a inventé le deck building. C'est le jeu le plus mécanique du genre. Je pioche une carte, je les joue, je pioche une carte, je les joue. Aucune fioriture, rien. C'est un moteur, c'est froid, le thème est naze, mais c'est un bijou. C'est de l'horlogerie.
Dans tous les autres jeux de deck building, on a tenté à chaque fois de rajouter une rivière et des effets. Moi, j'ai rajouté ci, j'ai rajouté ça. Dominion, c'est l'intelligence du rasoir d'Occam. Il n'y a rien qui dépasse. Et quand tu joues à Dominion avec une extension, tu te rends compte que, putain, c'est la Rolls de la Rolls de la Rolls, tellement c'est malin et tellement le moindre truc peut tout changer. Parce que Dominion, tu as 10 cartes différentes que tu peux acheter en plusieurs exemplaires pendant la partie, et c'est tout. C'est le pionfesseur, je crois, qui disait que Magic, c'est un jeu dans lequel tu vas faire des combos de cartes, mais dans lequel tu as plein de cartes. Dominion, tu fais des combos, mais tu as 10 cartes différentes maximum dans ton paquet. C'est minimaliste au possible pour les combos. C'est génial, c'est brillant, c'est qu'est-ce que doit être une bonne mécanique de jeu? La réponse, c'est Dominion. C'est un des meilleurs jeux au monde, c'est un des jeux préférés de ma vie. J'ai encore rejoué il y a une semaine avec... parce que quand on croise des gens super bien, autant les faire jouer à des jeux super bien. On a joué à Dominion, il y avait des cartes de Dominion, il y avait énormément le touche à tout. J'ai tiré au hasard et je suis tombé dessus, j'étais tellement heureux. Et ouais, c'est les cartes de visite du magasin, c'est des cartes de Dominion. Les cartes de visite du magasin sont les cartes de Dominion, regardez, ça c'est des cartes de Dominion. C'est un très 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 grand jeu de Dominion, moi j'adore et... Si c'était comme moi, si demain je devrais ouvrir le passe-temps, mais avec uniquement 100 jeux, il y aurait Dominion dans les 100. L'arrière-pays, top 3 des extensions, elle est de nouveau dispo. J'attends vivement le retour des autres, mais ça, le loupez pas. Si vous vous dites, allez, on veut acheter l'extension Dominion parce que le passe-temps a dit qu'il y en avait à nouveau, vous pouvez nous l'acheter à nous. Ce qui vous méritera de faire financer tous nos heures de tournage. Il doit être quoi, minuit maintenant? Il reste 20% de batterie. Allez, 20% de batterie. Il me reste encore moins à l'intérieur de mon corps. Hein. 22, qu'est-ce que c'est 22? Bah 22, là les flics. 22. Déjà, la Dordogne, un truc comme ça? Eh ben, on est sur Sexploration, je crois, avec 22 quand même. Hein. 22, ouais, regarde, je pense que c'est lui qui est retourné. Ah, voilà. 22. Sexploration, ok or not ok. C'est un jeu sur le consentement. Hashtag MeToo. Un jeu de rôle où il faut deviner ce que veulent vraiment dire les personnes autour de la table en fonction de situations données. On est clairement plus sur du jeu pédagogique que sur du jeu ludique, c'est un jeu de rôle du consentement. Bah, écoute, moi je connais 2-3 personnes à qui ça ferait du bien d'y jouer. Et attention, est-ce qu'on fait le moment intéressant de la vidéo? Regarde, il y a un truc qui s'est affiché, est-ce que c'est grave ou pas? Quoi? Regarde, là, le truc mise au point, machin. Non, c'est que tu as appuyé sur le téléphone et qui fait des mises au point toutes foireuses maintenant. Parfait, voilà. Mais normalement, si tu n'es pas flou. Si la vidéo est floue, c'est à cause des gros doigts de Sébastien. Allez, écoutez ce de toi. Allez, il nous reste encore plus que quelques boules dans ce set dispo totalement fou. Mais qui est encore là? Dites-le nous en commentaire, c'est le 24. Oh, c'est quoi le 24? Le 24. Ah, le meilleur jeu de la semaine. Le meilleur jeu, Blanc Manger Coco, la guerre des sexes. Alors, il y a des cartes pour mâles et des cartes pour femelles. Ou comment mettre à côté deux jeux, un progressiste, l'autre beaucoup moins. L'autre pour raciste. Non, non, quand même pas. Non. Mais bon. Voilà. Hein, vous irez jouer sur le plateau de quotidien. 28. Ah, 28, l'Eure-et-Loire. Là d'où je viens. Chartres. Après Level 10, après One Card Dungeon, donc après le numéro 1 et le numéro 2 de la Pixel série, voici le numéro 4, Cyberdoom Tower. Regardez-moi ça comme c'est bien fait. C'est le 4e? Eh oui. Ah oui, l'autofocus ne se fait plus, je vois le blême. Voilà. Je pense qu'on est bon. Eh ben on est bon. Cyberdoom Tower est un nouveau jeu de la collection Pixel de chez Matago. Moi je suis un grand défenseur de Level 10, que je trouve très cool, mais attention, très abrupt, c'est un jeu qui ne pardonne rien. Un peu comme moi et mon côté rancunier. Eh bien, voici Cyberdoom Tower, un jeu qui est fait pour être joué tout seul ou à deux, mais tout seul c'est très bien. Un jeu dans lequel vous devez faire en sorte de vous déplacer à l'intérieur d'un immeuble et de pouvoir un jour monter tout en haut, casser la gueule à un boss avec des combinaisons de yam. Il veut des 4, des 5 et des 6 pour pouvoir l'affronter. Vous allez à chaque tour dépenser 3 actions pour vous déplacer à l'intérieur de tout ça, commencer à avancer, récupérer des pouvoirs spéciaux, mais au fur et à mesure, de villes robots vont avancer, progresser, faire disparaître des cases. Si c'est les cases avec les clés qui permettent de monter à l'étage, vous aurez perdu. Il va falloir faire des combinaisons des pouvoirs à les affronter. Plus vous attendez pour les affronter, plus des numéros vont se rajouter dans les combinaisons à réaliser. Et plus ce sera dur. Mais vous ne pourrez pas les affronter tous les 4 à la fois. Alors il va falloir faire des choix. Et puis vous gérez aussi des stocks d'énergie, tout ça sur vos decks que vous dépensez au fur et à mesure, qu'il va falloir penser à réalimenter en vous déplaçant à gauche à droite. On est sur du casse-tête à résoudre tout seul ou à deux. Moi ce genre de jeu, j'adore y jouer à deux, mais je peux comprendre que d'aucuns veuillent y jouer tout seul, parce que si vous n'avez pas déjà assez d'amis pour jouer à 18, il serait peut-être temps de jouer à Cyberdoom Tower. J'aime trop la couve du jeu, c'est la 48e fois que je dis ça aujourd'hui. Ouais. Mais non, même en termes de jeu, c'est assez malin hein, comment ça s'agence. Il faut ne pas être réfractaire après au dé, tout ça, mais il y a une pression. En fait, ce qui est bien dans les jeux coopératifs, c'est quand tu sens l'angoisse arriver, là, l'avancée des différents robots qui désactivent tes cases de pouvoir utiliser, tu sens que tu as ce côté crucial un peu comme il y avait dans Under Falling Sky, avec des trucs qui descendent, tu sais que tu dois faire des... Tu peux pas être partout, tu dois faire des choix. C'est ce qui... Un jeu, c'est faire des choix.
Et un bon jeu coopératif, c'est je vais pas y arriver. Donc quand tu dois faire des choix et que tu sens que tu vas pas y arriver, c'est plutôt cool. Rajoute à ça les illustrations, tout ça. Les parties, c'est assez rapide, hein. C'est 15 minutes. Donc vous avez le temps de perdre et de refaire des revanches. De débloquer des pouvoirs spéciaux, tout ça. Je passe un peu les détails. Oh. Vous m'avez compris. Vas-y, je vais le faire. Ah, vas-y. Tous les Noëls, quand j'étais gamin, je demandais une boule de trucs, et ben je l'ai jamais eu. Moi j'en ai eu. Enfin, ma soeur, elle a eu à Noël une fois. Et c'est moi qui l'ai maintenant. Pas ma soeur, la boule. Le vin. Le vin, il est bon le vin. Ah, c'était sorti la semaine dernière, moi je les avais pas reçus. Pourquoi? Parce qu'on avait commandé trop et que quand on commande trop de jeux, ça met plus longtemps à arriver. Comme quoi, hein, moralité de l'histoire, commandez-en 2. Voici Micro Macro Trickstown, le 3e opus de Micro Macro. Ah, si vous avez déjà les 2 autres, vous pouvez faire les malins et les mettre à côté les uns des autres. Et ça vous fera des enquêtes qui peuvent passer dans, tous les 3 fils. Depuis le début, c'est annoncé qu'il y aurait des enquêtes comme ça. Et c'est a priori le plus compliqué des 3 en termes de... les enquêtes, autant les 2 autres ont un côté très familial. Jouable par des enfants, tout ça. Alors lui, un peu comme dans The Key, l'excellent The Key, ben vous allez aussi pouvoir, dans Micro Macro, y jouer avec des enfants. Mais attention, peut-être avec des enfants qui auront déjà fait le 1 et le 2. Parce que la complexité des choses à observer, à déduire, est plus poussée dans celui-ci. Si vous êtes un être adulte, c'est ce que disent nos statistiques, c'est que vous êtes adulte, eh bien, c'est sans doute celui-ci qui pourrait vous intéresser plus si vous n'en avez pas déjà, ou si vous avez joué une soirée chez des potes et vous avez trouvé ça sympa, que vous en voulez un pour vous ou pour l'offrir à quelqu'un. Si cette personne a plus de 35 ans, c'est peut-être celui-là qu'il lui faut plus que les autres. Ah, Simon, est-ce que dans ta tête, tu sais quel jeu il reste? Parce que moi, pas du tout. Attends, si, je sais, je connais un jeu qui reste. Bah oui, il reste au moins un jeu, mais... Ah ouais. Le 34. Le 34, c'est justement celui-ci. Ben non, il en reste au moins 2. Moi, j'en vois 2. J'en vois 2. Je vois Aurignac, je vois Fédération. Ah oui, Fédération. Et voilà. 34. Aurignac. Bien. Aurignac, pour qui connaîtrait, c'était un petit village, pas très loin d'ici, à côté de chez mes potes Morgane et Soi, que j'embrasse. Aurillac. Hein? Non. Pas Aurillac et son festival de pain à chien. Non. Voici Aurignac. Alors, qu'est-ce que c'est Aurignac? Aurignac, c'est un jeu sur la guerre entre les Néandertaliens, les Homo sapiens et Mère Nature. On sait qu'à un moment, les hommes de Néandertal ont disparu. On ne sait pas exactement encore trop pourquoi. Mais à un moment, il n'y en avait plus. Soit ils se sont fait la guerre, mais ça reste de la supposition et de la théorie. On ne sait pas trop. Et bien là, c'est un jeu asymétrique, dans lequel un des joueurs va jouer les Néandertals, l'autre va jouer les Sapiens, l'autre joueur va jouer Mère Nature. On sent que c'est fait. Et le top... Ah oui, il y a vraiment du matos genre complètement différent, quoi. Et oui, c'est asymétrique. Qu'est-ce que c'est un jeu asymétrique? C'est un jeu dans lequel les joueurs autour de la table ne jouent pas avec les mêmes possibilités, qui sont donc des changements de règles. Les joueurs ne jouent chacun pas avec les mêmes règles, à savoir que Mère Nature va déclencher des événements de météo et va tenter de pourrir la vie des joueurs, car Mère Nature gagne si aucun des 2 joueurs ne parvient à son objectif. Néandertal, lui, va chercher à agrandir sa tribu, à survivre, et il joue avec un petit jeu de poste d'ouvrier et de gestion d'action. Le joueur qui joue les Homo sapiens, lui, va chercher à reconstruire des trucs dans sa tribu, je crois, non pas à faire des grottes ou à faire des gamins, et va jouer avec un système de jeu de cartes, lui, pour arriver à s'en sortir. Toute une vallée dans laquelle il y a des choses à récolter, des animaux à chasser, et chaque fois que vous jouez, vous êtes toujours en suspens de dire est-ce que Mère Nature va pas venir me casser les genoux? Si vous jouez à 2, Mère Nature se joue de manière... c'est vous jouez Mère Nature pendant que Sapiens joue, et je joue Mère Nature pendant que toi, Néandertal, tu joues. Il y a également un mode solo, dans lequel on va pouvoir encore jouer contre elle. Aurignac, c'est un jeu de Loïc Lamy, qui était une personne qui habitait du côté de Toulouse il y a fort longtemps, mais je crois qu'il a déménagé, qui maintenant habite en Norvège. C'est Okaluda qui édite ça, qui est éditeur de Poul Poul. Ouais. Donc pour moi, c'est un jeu tout à fait différent. C'est 2-3 joueurs, mais il me semble qu'on peut également y jouer à plus. Et je crois qu'on c'est jusqu'à 5, et t'as 2 de chaque clan. Et ces gars, t'as été 2 à faire un Néandertal. Et voilà. Bah du coup, on est sur des jeux d'esprit de route. On joue autour de la table avec des règles différentes, mais... Plus léger que route. Alors, beaucoup plus léger que route. Enfin, beaucoup plus, j'exagère, ça reste quand même un jeu assez malin, mais un jeu assez intelligent, parce que déjà, ça reprend une période il y a moins de 30 000 ans en le remettant, en nous en faisant parler autour d'un jeu d'une manière un peu plus intelligente, et dans lequel on va se dire, ok, on joue pas avec les mêmes mécaniques, il se passe des trucs un peu ludiquement assez malins et assez étonnants. Donc, une véritable création ludique. Continuons à avancer dans la découverte de la semaine. Il reste 14% de batterie. L'heure tourne, mais grave. Et les boules tombent. Le 9, c'est un jeu pour enfants, ça, Sébastien, le 9.
Bah oui. Alors, je Qu'est-ce qu'il cours en parce reste qu'il faudrait pas qu'on tombe en rate de batterie. 9. C'est le tam-tam tic-tac, un petit jeu une sorte de double dans lequel on va vous demander de faire des paires en fonction des heures. Hein. Est-ce que c'est sur une heure avec des aiguilles? Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est digital? Il faut faire des paires entre les différentes cartes. Vous voyez, on va pas y passer des plombes. Quand j'étais petit, j'avais un jeu de pareil dans lequel il fallait repérer des heures avec des Égyptiens. Je l'ai perdu, je sais jamais ce que c'est. Si quelqu'un un jour me retrouve là, ce jeu dans lequel c'était des Égyptiens, il y avait un jeu de plateau, c'était un jeu éducatif, je dirais que c'était Ravensburger, mais c'était pas Ravensburger. J'ai perdu la référence, ça fait des années que je cherche. Si quelqu'un sait, je suis preneur. Le 56. Ah, c'est la fameuse boule Qui mystère. n'y est pas. Et donc, nous terminons ce C'est dispo de l'enfer. Ah ben le 56, je pense qu'au passage, on va pouvoir le dire, parce qu'il y a du coup un autre... Ah non, regarde, Avec le 14. parce qu'il y a un autre jeu que du coup... Le 14 Ah bah si, le 14. Le 14, eh ben, ça va aller vite. Squid Game, que les jeux commencent, eh ben, ce sont 6 mini-jeux. Des 1, 2, 3 soleil en version jeu de plateau, des tirs à la corde. En fait, ça reprend les jeux qu'il y avait dans Squid Game, dans l'assemblage d'un jeu. Alors, si vous trouvez que ça a l'air mauvais, c'est que vous n'y avez pas joué. Parlez-en à Thomas. Voilà. Bien. Du coup, il reste un numéro qui n'était pas dans le boulier. Parce que c'est Ah, vraiment j'avais bien encore fait. oublié de le mettre. Hein, 36, Ah bah 37. 37, bah oui, oui. Voilà, bien. Voici Fédération de Mathieu Verdier et Dimitri Perrier, qui est aussi l'éditeur de ce jeu, illustré par Miguel Coimbra, quelqu'un qui a fait plus de jeux que ce que j'avais pu en présenter lors de ce C'est Dispo. Dans Fédération, ça tourne toujours 1h55, mon Dieu, c'est l'enfer, c'est l'angoisse. On est sur un jeu de poste d'ouvrier assez malin. Je vais vous la faire courte dans cette histoire. On envoie en fait, nous, nos petits vaisseaux de la galaxie à l'intérieur de ce plateau. Le but, marquer plein de points, tout ça, je vous passe les détails. À chaque fois qu'on va jouer, on va décider, est-ce que j'envoie un ambassadeur ou est-ce que je vais, hop, on est bien d'accord. Donner de l'argent, enfin financer des projets. Financer des projets. Si je me pose ici pour financer des projets, je vais faire avancer ce petit curseur-là. S'il arrive au bout, à la fin, il y aura des points pour ceux qui ont pas mal joué la planète verte, ou la bleue, ou la rouge, en fonction de quand je me pose dans la colonne. Mais je peux également décider de me poser avec un ambassadeur de force 1, ici. À chaque fois que je me pose sur une case, je vais faire l'action qui est dessus. Sachant que ce jeu est un conglomérat de mini-jeux. Regardez les planètes, la violette, la bleue, la jaune, la verte, la orange. Et à chaque fois, chacun d'entre eux vont vous être des déplacements de vaisseaux, des recrutements d'ambassadeurs. Il y a plein d'éléments à gérer chaque fois, un petit peu partout. Il va falloir jouer sur tous les tableaux dans tout ça. Je vous la fais courte. La chose super maligne du jeu, c'est ceci. Une fois qu'on est tous venus avec nos personnages se poser partout sur le jeu, j'ai arrêté les mises en place à la moitié parce qu'il faisait déjà nuit noire avant de commencer à tourner ses dispos. On va regarder pour chaque ligne, chaque colonne, les votes des ambassadeurs. Et il va du coup, ça va déclencher en fait des choix en fonction des différents votes. S'il y a eu plus de voix de ce côté-là, cette loi-là va passer. On va marquer Exactement. des points pour un truc. À la Si fin de c'est la ce côté-là, ça va être cette voie-là qui va passer. À la fin de la partie, il y aura des points pour différentes factions. À chaque fois que vous posez, vous êtes toujours à vous poser la question de est-ce que j'envoie un ambassadeur plus grand de ce côté pour faire pencher le jeu du côté de l'orientation stratégique de moi j'ai joué sur la planète rouge et je voudrais que ça me rapporte des points à la fin. Est-ce que je veux peut-être plutôt me le poser ailleurs pour faire avancer ce projet-là et faire en sorte que ça soit telle condition de victoire qui soit pertinente à la fin? Ça, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que cette piste-là, si elle n'est pas arrivée au bout, j'ai plus joué sur la planète jaune, marquer des points là-dessus, ça me marquera 0. Mais oui, c'est l'enfer. Donc quand on parle d'interaction dans les jeux, là, on peut essayer de s'arranger pour que... Toi, t'as voulu jouer ce truc-là? Non, tu fais rien du tout. En fait, si les jeux ont un propos, si les jeux ont une ligne directrice, le but de Fédération était vraiment de faire un jeu de poste d'ouvrier dans lequel, en fait, les joueurs se posent la question de dire « Mais qu'est-ce que fait lui? Qu'est-ce que fait un tel ?» C'est un jeu de poste d'ouvrier, mais c'est un jeu de manigance un peu. On se demande toujours, quand la personne va poser ses liens d'ouvriers, où est-ce qu'elle va les envoyer? De quel côté la balance stratégique du jeu va-t-elle être envoyée? Et ça, c'est les joueurs qui le déterminent au cours de la partie. C'est ce qui fait que Fédération, je crois, c'est déjà sold out. Les boîtes sont dans toutes les boutiques, mais le jeu, sa réputation un peu l'a précédé. Ouais, ça avait buzzé l'année dernière, c'est... Ouais. Vous l'avez bien compris, dans des semaines où il y a des jeux comme Aurignac, où il y a des jeux comme Imperial Steam, il y a des jeux comme Fédération, il y a Orichal, qui est sur un plan un peu plus bas, il y a Etine. Il y a une foultitude de jeux qui vont sortir, chacun propose des environnements de jeu un peu différents. Fédération met la barre clairement sur l'interaction, la négociation et le dialogue un peu entre les joueurs. Bah, l'un des deux auteurs, on parlait du Diamant d'Or tout à l'heure, c'est l'un de ceux qui a participé à la création du Diamant d'Or, donc le prix pour les gros jeux, quoi. Et Mathieu Verdier est la personne qui bosse également avec Emmanuel Beltrando quotidiennement chez Sorryware French, et c'est un des auteurs qui a bossé sur Fédération. Donc des gens qui a priori savent ce que c'est des jeux de stratégie.
Voilà. C'est ça, la règle est méga bien écrite. Et petit message d'ailleurs aux gens de chez Explorate, l'éditeur. Ouais. Refaites Big Monster. C'est cool Big Monster. Ouais. C'est pas eux l'éditeur? Si, c'était le purge à mettre en place, mais c'était... mais c'est trop drôle. C'était très bien. Bon, ben voilà, ça c'est un jeu qui a quelque chose à dire, qui cherche à se démarquer des autres joueurs. Ouais. Il y a tout un système... Il y a... Mais on a un plateau personnel sur lequel on débloque des compétences au fur et à mesure en mettant des petits checks à l'intérieur. J'ai l'impression qu'avec mes 10% de batterie, je vous pisse que la moitié du jeu. Mais en tout cas, ça, pour qui aime bien les jeux un peu de pose d'ouvrier, c'est à part. Ça mérite jusqu'au Niger d'approfondir un peu plus la chose. La règle est hyper bien rédigée. À mon tour, je fais une action, c'est expliqué, et derrière, on décrit ça fait ça, ça fait ça, c'est hyper bien séquencé, c'est agréable. Eh bien, ça fait 2 heures qu'on tourne ces dispos. On vous a présenté du coup, c'était numéroté, 37 jeux. Des jeux pour enfants, des gros jeux de poste d'ouvrier, des jeux de dessin, des jeux d'enquête, des trucs comme ça. On vous a même parlé de la dédicace de Trax et de la détaxe de TVA pour la Suisse et les Belges. Il se passe des trucs. Tout ça, c'est un boulot un peu considérable, comme vous avez pu le voir. J'ai essayé de faire du mieux que je peux, mais j'étais malade cette semaine, ce fait que je suis revenu là, juste à temps pour tourner ces dispos. J'avais les fesses qui claquaient de peur de le présenter seul. Ça aurait été tendu. Il y a SOS Titanic, c'est la folie, hein. C'est la folie. Notre but dans ce magasin, c'est un peu de vous indiquer, ok, ça me semble pertinent pour vous, pour machin, ça pourrait d'être un éveilleur de curiosité et d'être des vulgarisateurs de tout ça, en plus que des gens qui donnent leurs opinions, parce que les premiers influenceurs sont des boutiquiers. Si Sébastien, tu devais repartir de ce magasin avec 2 boîtes de jeux, tu repartirais avec quoi? Ah, je repars avec clairement The Key. Ok. Et Lofoten. D'accord. Et Galileo Project. Non, j'aurais pu... 3. Ouais. Non, Lofoten et The Key, parce que je sais que Galileo Project, j'aurais moins l'occasion de le sortir, même si c'est sûrement le jeu que j'ai préféré de la semaine. Moi, je vais repartir forcément avec Meadow, l'extension de Meadow, parce que Meadow, c'est vraiment trop bien. Injustement méconnu. Et sans doute avec l'extension de Mignon, la RPI. Mais je l'ai déjà. Tu l'as déjà, bah oui. Je l'ai déjà. Mais ça, c'est pour l'offrir à quelqu'un. Si moi, je devais me dire, tiens, je veux 2 nouveaux jeux cette semaine. Il y a Gumiland, il y a Toko Island, il y a beaucoup de trucs bien. À quoi je repars? Moi, The Key. Ouais, The Key, clairement. Je repars avec un des The Key. Toi qui joues beaucoup à 2, pas Lofoten? Ou le A? Lofoten, c'est beaucoup trop malin pour moi. Je suis un joueur beaucoup trop intuitif pour maîtriser plus facilement... le calendrier de l'avant? Non, peut-être Fédération. Je pense que ça, c'est un truc avec mes potes, j'arriverai à y jouer, ça nous ferait quand même marrer. Ou Dessino Presto. Oh, je sais pas, vous m'embêtez avec vos questions. Que je me pose moi-même. Oh. Bien! À minima, abonnez-vous à cette chaîne, on serait content. À minima, mettez-vous des likes, des petits commentaires, parce qu'on est quand même sur YouTube et ça nous ferait plaisir. On lit tout ce qui se passe. Ouais. Venez nous voir au magasin, semaine prochaine. Il y a toute l'équipe de Trax qui est là pour faire dédicacer son jeu. Et la semaine d'après, il y aura Baptiste qui sera là pour faire dédicacer Flashback. Mesdames et messieurs, samedi soir, nouveau camarade. Ah oui, nouveau camarade! Oh là 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 là.